Dans un testing, ce que j'aime bien faire, c'est envoyer minimum 10 ads, voire 15 ads avec différents angles. Il y en a beaucoup, ils lancent 5 ads sans testing. Hop, c'est pas rentable, je coupe, je passe au suivant. Ça se trouve, c'était 5 ads qui sont pourris. Pour du nouveau produit sur un truc concurrentiel, ce que je conseillerais, c'est de faire un A/B test d'ad account, A/B test de page et A/B test de copie et de mots que tu mets dans tes ads. Tu lances sur combien d'ad accounts? 5 ad accounts différents, t'as des CPM totalement différents. On m'avait donné un process d'un gars qui fait 50 M et qui a un process béton. Incroyable. Je vais tester ça dans cette semaine, les gars. Voilà, j'ai suivi une astuce pour avoir des créatives vraiment top notch. Vous allez sur votre shop, vous allez voir les clients qui ont passé le plus de commandes. Et simplement, vous allez les contacter, envoyer un produit peut-être gratuit ou leur demander de faire un review. La personne qui t'achète plein de fois le produit, c'est quelqu'un qui adore ton produit et donc va faire au mieux la créative. Moi, je me suis fait hacker mon compte Facebook, là. 112 000 $ en 30 minutes, ils m'ont hacké. J'avais parlé avec la directrice de Meta qui me disait que ça arrive tous les jours, en fait. Moi, j'ai développé aujourd'hui mes techniques pour me protéger des hacks et tout. Ça, les gars, je pense qu'il faudra faire payer la trop de value. En vrai, je vais vous dire 2-3 conseils qui sont importants. Non. Ceux qui nous regardent là, on vous a balancé une value de fou malade. Petite interruption spéciale pour vous dire qu'on organise un mastermind édition spéciale à Marbella. Ça va se tenir du 10 au 12 juillet. Donc, on le met dans ce podcast parce qu'on l'a mis dans nos réseaux sociaux, on a partagé dans nos cercles privés. Mais on sait que certaines personnes ont peut-être manqué ces infos. Donc, on vous le dit maintenant, quand vous voyez cette vidéo, on a des places ouvertes pour le mastermind. Donc là, à l'heure où c'est qu'on tourne ce podcast, où c'est qu'on a tourné cette vidéo, il reste déjà plus que 12 places, je crois, c'est ça? Environ. 12 Même places moins. sur les 35. Donc, si ça vous intéresse, jusqu'à dimanche soir, il y aura encore une réduction Early Bird. Postulez dans le lien qu'on mettra en dessous de la vidéo pour participer à ce mastermind. Ça va être un mastermind unique. D'habitude, ça se passe sur Dubaï. Et là, il y avait beaucoup de demandes de membres school qui voulaient qu'on fasse un event, un mastermind en Europe. Pour nous, ça nous coûte honnêtement bien plus cher, mais c'est pour ça qu'on ne voulait pas le faire. Après, on s'est dit, ok, pourquoi pas. Donc, ça va se tenir en juillet à Marbella, dans un 5 étoiles, pour un mastermind avec l'élite e-com francophone. Il y aura des intervenants de dingue et ça va être insane. Donc, pour déposer votre candidature, simplement, vous cliquez sur le lien ci-dessous. C'est un événement high ticket, donc il y aura quasiment que des commerçants avancés. Il y aura un prix, une barrière à l'entrée et tout est filtré. Donc, simplement, vous cliquez en dessous de la vidéo et vous déposez votre candidature si ça vous parle. Bon podcast. Nouveau podcast aujourd'hui. On est très bien accompagné. On a Nico comme d'hab qui est toujours là. Mister BMR qui était déjà venu sur un dernier podcast qui avait très bien fonctionné. Du coup, on l'a réinvité. Aujourd'hui, ça va beaucoup parler de méta, de comment scaler agressivement. Il a beaucoup d'expérience avec beaucoup de produits. Il a lancé pas mal de produits, donc grosse expérience sur comment faire beaucoup d'argent sur Meta. Ça va être un peu le sujet du jour. Donc, Merci beaucoup pour l'invitation, les gars. Ça fait plaisir, comme la dernière fois, d'être accompagné de cracks comme vous. Et j'espère qu'on va délivrer un maximum de value aux téléspectateurs, si on peut dire ça comme ça. Et puis voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, est-ce que tu pourrais juste te rappeler qui tu es, qu'est-ce que tu as fait durant ces 12 derniers mois, on va dire? Yes, donc moi c'est Mister BMR sur Twitter. J'ai un peu arrêté de poster là, mais je vais reprendre pour ceux qui m'ont déjà vu. Donc ouais, j'ai 32 ans. À la base, j'ai fait une école de commerce. Donc voilà, ensuite, on promettait des postes de fou, marketing, etc. Mais on ne me prenait pas. Clairement, on me demandait de l'expérience alors que je sortais d'école. Et petit à petit, j'ai vu que finalement, voilà, j'ai fini commercial avec des gens qui n'ont même pas le bac. Et ça me convenait pas. J'ai fait 6 mois de taf et clairement, voilà, j'étais pas bien. Et je me suis dit, je vais me lancer dans le business en ligne. J'ai regardé 2-3 trucs. Et puis finalement, j'ai fini dans l'e-com et j'ai eu mes premiers résultats il y a plusieurs années maintenant. Ça fait bientôt 5 ans que je suis dans l'e-com. Et comme on dit chez nous, alhamdoulilah, j'ai fait mon chemin. Et voilà, aujourd'hui, je fais des pubs sur Meta principalement. Et voilà. Nice. Et toi, ta spécialité, c'est Meta. Donc Ouais, Meta, Meta, ouais. tu scales agressivement, bonne technique pour faire un funnel qui convertit. Ouais, landing page assez simple que beaucoup m'ont copié. Hein. Ouais, parce que c'est un peu une voilà. secret sauce. Est-ce qu'il y a des trucs que tu peux nous partager justement sur ta secret sauce pour avoir un funnel qui convertit? En vrai, mettre quand même un truc assez propre, une page assez propre, assez simple. Il faut faire une offre qui est importante. Il faut que le client il sente qu'il est. Faut lui faire un faux mot, quoi. Clairement, il y en a, ils disent ouais, ça marche plus en 2025, mais c'est faux.
En tout cas, selon moi. Ça marche toujours. Pour moi, c'est un principe psychologique. Exactement. Donc ça marchera toujours. Exactement. Ouais. D'ailleurs, je sais pas si vous connaissez l'histoire, je vous l'ai raconté, je crois déjà, de Nike qui ont fait un test, qui ont pris une paire de chaussures et l'ont mis à, je crois, 300 balles en prix original. Et après, ils ont fait une promo de 50%. Enfin, je crois que c'était 200 balles et une promo de 50%, donc ça revenait à 100 euros. Et après, ils ont fait une autre offre, genre où la paire, elle était pas à 200 balles, elle était genre à 150 balles, mais la promo, elle était plus petite à 30%. Ou un truc comme ça. Et finalement, la paire, elle était moins chère avec la plus petite promo. Tu vois, elle était à 90 euros au lieu de 100. Mais les gens, ils préféraient acheter à 100 parce que la promo, elle était plus grosse. Et donc là, ça montre bien l'impact que ça a, les promotions, sur la psychologie du consommateur, où plus la promotion va être intéressante, plus il va avoir l'impression de faire une belle affaire et plus tu vas convertir. Donc c'est clairement un truc très très important à mettre en place Justement, sur le site. La ça, promo. on peut brainstormer justement au niveau du prix. Comment tu positionnes ton prix pour que, pas dire que le prix avant, donc on est tous d'accord qu'on met toujours des prix avant, il soit pas trop élevé, pour pas qu'ils se disent ok, il essaie de m'arnaquer, enfin, c'est pas cohérent. Comment tu fixes ton prix, comment tu fais ton offre? En école de commerce, on avait appris un truc qui s'appelle le prix psychologique. Le prix psychologique, c'est le prix pour lequel, genre, le client n'est pas prêt à payer si c'est trop haut, et le prix pour lequel, quand c'est trop bas, le client voit ça comme une valeur perçue très basse. Donc, en gros, l'idéal, l'équilibre pour un bon prix psychologique, c'est d'être entre les deux. C'est pas trop haut pour pas que le client n'achète pas trop bas pour que ça dévalue la valeur perçue du produit. Et donc ça se fait aussi en analysant les marchés. Si tu vends sur un marché où ils ont un pouvoir d'achat faible, il faut aussi s'adapter. Si tu vends sur un marché où les gens ont un pouvoir d'achat élevé, ben faut aussi s'adapter et vendre plus cher. Donc le truc, voilà, c'est tout un équilibre. Il faut faire des études de marché, selon moi, qui sont importantes, que pas grand monde fait et beaucoup négligent. Aujourd'hui, on a ChatGPT, on a pas mal de données sur le web où on peut faire ça. Donc voilà, moi, ça dépend du marché sur lequel je vais me lancer, du produit aussi, de la valeur perçue du produit. Est-ce qu'on peut le vendre très cher? Est-ce qu'on peut pas le vendre très cher? Donc voilà, c'est tout un ensemble de paramètres à prendre en compte. Aussi, si c'est le produit se rachète. Mais moi, nous, on avait une stratégie en fashion qu'on avait beaucoup utilisée, c'était d'être plus agressif que le concurrent, de reprendre ce qui fonctionne le mieux chez eux et d'avoir un prix plus agressif en mettant du coup un prix plus bas. Et aussi une strat de pricing sur TikTok Ads qui fonctionne bien pour nous même en ce moment, c'est qu'on regarde les concurrents qu'il y a sur le marché, on voit leur prix et nous, on vient les attaquer entre guillemets avec un funnel un peu plus sexy et surtout en fait un prix beaucoup plus sexy où c'est qu'on fait un acheté, un offert, vraiment à un prix qui explose les concurrents. Et pour nous, là, ça fonctionne bien pour des shops où c'est que c'est le but d'attaquer les concurrents avec un prix plus agressif. Après, pour une stratégie de marque et aussi où il y a de l'abonnement, après, c'est complètement différent. Toi, ton process de pricing, du coup, il est... Alors maintenant, j'ai un nouveau process, c'est que je regarde avec Deep Search pour savoir quel prix psychologique les clients sont prêts à... Enfin, pour lesquels c'est une bonne affaire. Et on essaie de se positionner par rapport à ça. Après, si c'est une brand, ben tu peux mettre du marketing, tu vois, une histoire pour changer ce prix-là. Mais techniquement, tu dois toujours être dans cette target, comme il disait Mr. BMR. Parce que si t'es trop haut, t'as beau faire tout ce que tu veux, il faudra du taf au niveau marketing et du temps pour être juste. Et en règle générale, maintenant avec Deep Search, ChatGPT Deep Search, il est assez précis et il sait ce que les clients veulent. Et puis après, tu peux comparer avec les offres que tu trouves sur Amazon, sur Google et les concurrents. Puis en fonction de ça, tu arrives à te positionner. Amazon, c'est pas toujours plus bas? C'est plus bas, oui, mais Quoi j'arrive qu'il à te positionner. Tu vois, en gros, normalement sur Amazon, tu vas toujours être un peu plus haut qu'Amazon, enfin plus haut qu'Amazon, mais tu vas être assez similaire à ce que tu trouves sur Google et par rapport aux compétiteurs. Puis après, si tu as un prix un peu moins cher, si tu peux te permettre, c'est mieux. Mais après, ça dépend vraiment des niches. Ouais, ça dépend de la niche. Sur des Dans le produits de luxe et commodité, tout, ouais. le prix, il est ultra important parce que les gens ont l'habitude de voir des t-shirts, ont l'habitude de voir des bijoux. Donc, un bijou pas cher, même s'il est high quality, ça va pas le dénigrer et les gens vont acheter massivement. Pareil pour un t-shirt. Tu peux dire c'est le meilleur t-shirt, mais s'il coûte 3 balles, les gens vont l'acheter massivement. Donc, si tu le mets à 79, ça va être compliqué de le vendre. Même si ton marketing est très bien. Ok. Donc, ça dépend des niches. Donc, mais admettons, tu pars sur niche voilà, vêtements, tu repères tous tes concurrents et ensuite tu fais ta recherche que tu as dit. Et ensuite tu te positionnes comme ça. Ouais, et exactement. à partir de combien de chiffre d'affaires genre, tu fais un A/B testing genre,
sur le prix. Au départ, il faut percer. Ouais. Je pense que quand on veut commencer en e-com sur un produit, en brand, il faut percer. Donc, tu es obligé de mettre toutes tes chances de ton côté, de faire le truc le plus valuable possible. Et si ça prend pas, tu peux pas faire un A/B test. Il faut changer direct. Il faut faire un big swing. C'est-à-dire, comme il disait Alex, dernier podcast, il faut all-in. T'as pas assez de trafic pour faire un A/B test. Il faut être rentable. Vous en pensez quoi, vous, par rapport à ça? Quand vous êtes en testing et que ça prend pas, tu changes directement ton offre. Tu fais pas un A/B test de manière critique. C'est super important en testing et ça, malheureusement, je l'apprends après plusieurs années. Mais pendant un moment, quand j'avais quelque chose qui prenait pas, je me cassais pas la tête. Et je pense que tu l'avais vu, Nico, à un moment, je testais beaucoup de produits. Tu te rappelles quand, Yes. quand on en parlait et je switchais directement, tu vois. Je faisais quelques petits ajustements, pricing, quelques petits ajustements, on va dire, de l'offre et tout. Mais en fait, aujourd'hui, je comprends que c'est ultra important dans un testing de capter comment dire, les signaux positifs. C'est-à-dire, si tu as quelques tractions, quelques ventes, un bon CTR sur tes ads, quelques ajouts au panier et tout, ça veut dire qu'il y a de l'intérêt sur ce produit-là et qu'il va falloir essayer de tester un maximum de choses. Donc, ça passe par les landing pages, par exemple, c'est quelque chose de très très important maintenant. C'est-à-dire, tu peux avoir une landing page qui qui va pas convertir, alors que si tu prends les mêmes ads et que tu envoies sur une autre landing page qui change d'angle, ou même sur un listicle, donc une landing page listicle qui voilà les top 5 des meilleurs, je sais pas moi, des meilleures bagues, je sais pas quoi, pour en 2025 par exemple. Et ben peut-être que c'est une landing page qui va convertir. Donc vraiment aujourd'hui, si j'ai des signaux positifs, je vais tester plusieurs trucs. Je vais tester différentes ads aussi. Parce que des fois, en fait, tu peux lancer un testing. Le produit, il peut être winner, mais tes ads ne sont pas winners. Et donc, en fait, tu vas être très perdant parce que tu n'as pas testé assez d'ads, tu vois. Donc aujourd'hui, dans un testing, ce que j'aime bien faire, c'est envoyer minimum 10 ads, voire 15 ads avec différents angles. Je laisse tourner un peu et je vais voir après, j'optimise et tout. Parce que des fois, tu peux lancer, il y en a beaucoup, ils lancent 5 ads sans testing. Hop, c'est pas rentable, je coupe, je passe au suivant. Ça se trouve, c'est tes 5 ads qui sont pourris, tu vois, et qui s'adressent pas au bon persona. Et donc, en fait, tu aurais testé 10 ads, tu aurais eu 3 mineurs de fond en bas, tu aurais été break-even, tu aurais coupé le reste, et là, tu aurais scalé, tu vois. Donc, c'est super important dans un testing, si tu as quelques signaux positifs, d'optimiser un maximum, de tester un maximum de landing page, de tester un maximum d'offres, de tester un maximum d'ads. Donc, c'est un peu plus coûteux, certes, mais je pense que ça vaut le détour, tu vois. Donc, voilà. 100%. 100% d'accord. Et donc après, si on continue ton process justement pour avoir une landing page qui convertit, on a parlé de l'offre en premier lieu. Ensuite, il y a quoi d'autre qui est important selon toi? Enfin, que tu fais de différent? La propreté de la landing page, il faut des belles images professionnelles. Aujourd'hui, avec l'IA, on peut faire des shootings, des trucs sympas. L'offre ultra importante. Et puis voilà, faire simple, hein, du trust, un peu quelques avis, etc. Voilà, aussi simple que ça, je dirais. Maintenant, voilà, je vois pas d'autres choses plus importantes sur une landing page hein, que avoir une belle offre, avoir un truc propre, des belles images, aussi un bon copywriting, bien évidemment. Faut comprendre quel est ton persona, quelle est sa douleur, et il faut briser les objections sur ta page de vente, quoi, tout simplement. Donc voilà. Et du coup, au niveau copywriting, comment tu fais ton copywriting? C'est-à-dire, tu fais une analyse de ton avatar. Ultra simple. ChatGPT. Ok. Quel est mon persona? Quels sont. Deep Research. Franchement, même pas. Même pas la vérité. Après, avant ChatGPT, en fait, aujourd'hui, on prend de plus en plus le réflexe de tout donner à ChatGPT et malheureusement, je pense qu'on réfléchit de moins en moins. Et ça peut nous rendre bêtes, hein, parce que le cerveau, c'est clairement ce qui fait la différence entre tous ces petits joueurs là de balles qui copie-collent tout le monde et ceux qui vont réfléchir, utiliser leur cerveau, faire des stratégies différentes, faire ce que tout le monde ne fait pas. Tu vois ce que je veux dire? Et à la longue, tu vas les fumer. Tous ces petits gars là qui savent juste copier, qui savent rien faire d'autre à part copier et vendre des formations et faire style qui s'y connaissent. Voilà, pour ceux qui me regardent, ils se reconnaîtront. Mais ouais, je pense que c'est important de réfléchir à son persona, de réfléchir à ta stratégie, d'étudier un peu.
tu donnes à ChatGPT pour répondre à ta question sur le copywriting. Donc, quel est mon persona? Et ensuite, simplement, quelles sont les douleurs de mon persona, les douleurs émotionnelles, quels sont les angles émotionnels que je peux attaquer avec mon persona, tu vois, peut-être, je sais pas moi, si tu vends un jouet pour enfants, quelles sont les cibles émotionnelles? Les cibles, ça va être les mamans, ça va être les grands-mères, ça va être aussi le papa. C'est ultra intéressant ce que tu dis, parce que tu parles pas d'angle marketing, tu parles d'angle émotionnel. C'est encore plus Exactement. fort. Ouais. Justement, si tu demandes à ChatGPT, donne-moi des angles marketing, il va donner des angles marketing, mais il ne donnera pas forcément des angles émotionnels. C'est Ouais. ultra important ce que tu dis. Parce qu'on vend des émotions en Ouais. fait. Les gens, ils achètent avec leurs émotions, ils achètent pas, je sais pas quoi, moi, un costard par exemple qui coûte 54 000 euros. Ils achètent un costard qui coûte 54 000 euros parce que c'est le même designer que de George Bush ou je sais pas quoi. Donc ils achètent l'expérience de porter le même costard que George Bush. Moi, c'est un exemple de merde que je donne. Ouais. Et là, on est sur du très très high ticket, mais c'est juste pour dire que en fait les gens ils achètent des émotions. Ils achètent pas un jouet, ils achètent l'expérience, la projection de voir leur enfant heureux en train de jouer. Ils achètent le sentiment de sécurité que leur enfant va avoir quand il va jouer avec ce jouet parce qu'il est en bois et qu'il n'y a pas de truc chimique et que s'il va le mordre, il va pas se retrouver dans la merde. Tu vois, en gros, c'est ça qu'ils achètent. Tu vois, ils achètent des émotions. Et donc, C'est ultra important, je pense, c'est un des éléments les plus importants qu'il faudra retenir peut-être de ce podcast, c'est ça. C'est vraiment ce qui fait toute la différence. C'est-à-dire, quand on parle aux émotions, c'est ça qui vend. Et c'est ça qui vend massivement, c'est ça qui améliore le taux de conversion, c'est ça qui fait des créas pas gagnantes. C'est quand simplement on arrive à comprendre un avatar et lui vendre l'émotion qu'il veut, qui est liée par rapport au produit. C'est ce qui fait vendre. 100%. Ouais. Donc, ouais, pure value. Et du coup, maintenant avec ChatGPT, nous on utilise Deep Search pour faire portrait d'avatar. C'est insane. Il comprend exactement le client, les types d'avatars qu'il y a le plus et quel trigger émotionnel. Puis après, si tu poses des bonnes questions, par exemple, quels sont les angles marketing émotionnels et comment les aborder, il va pouvoir te dire, ok, peut-être qu'il faut une figure d'autorité pour ce produit parce que le client, il a besoin d'une figure d'autorité. Figure d'autorité, je pense, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une personne qui a une autorité, parce que psychologiquement, en fait, pour survivre, à l'époque, les figures d'autorité, si on les suivait, on avait plus de chances de survivre. Les figures d'autorité, c'était les chefs de tribu, les chamans, les personnes qui ont une preuve d'autorité. C'est pour ça que inconsciemment, c'est quelque chose de très important et qui marche, parce qu'en fait, c'est tout des biais psychologiques. Et bref, je me perds un peu, donc ok, ChatGPT, après, il va dire, ok, peut-être il faut une figure d'autorité, et il faut aborder sous cet angle-là. Puis après, il nous donne des top angles, et puis après, ces top angles-là, on fait des messages. Parce que tu peux avoir un angle marketing, mais après, il faut le bon message qui va venir parler à l'avatar. C'est pour ça qu'il y a tant de combinaisons possibles et que même pour un produit, tu peux faire plein d'avatars différents, avec plein d'angles marketing différents, avec plein de messages différents. Du coup, un très beau scaling. C'est clair, c'est très très important les figures d'autorité, surtout dans certaines niches où le client il a besoin de réassurance. On voit beaucoup les mecs aux States, dès qu'ils vendent un produit un peu genre qui fait du bien à la santé, ils vont mettre un fake médecin qui parle en vidéo avec l'IA et c'est justement c'est ça une figure d'autorité. Un médecin, c'est une figure d'autorité. Ils utilisent ça pour clairement rassurer les clients et donner du trust. On l'a fait, hein. On l'a fait. Un produit santé, c'est obligé. Obligé un médecin. On a commencé avec des médecins acteurs et ensuite avec un vrai médecin. Donc en fait, aux États-Unis, c'est assez simple de trouver un vrai médecin qui, si bien sûr il est aligné avec le produit, tu vois, un truc naturel qui fait du bien, de le mettre en avant. Et c'est ce qu'on a réussi à trouver et on avait un partenariat avec un vrai docteur. Ouais, j'ai vu là les marques de croquettes, les marques de produits pour animaux et les top ads, il y a des vétérinaires dedans et sur toutes les ads aussi dans la santé, c'est toujours full médecin. Et je voulais parler d'un point que parce qu'hier j'ai fait un call assez long avec une personne qui a aidé des marques à scaler de genre 100K par mois à 30 millions l'année. Et c'était dans la niche des supplements. Les supplements un peu pour personnes un peu plus âgées. Et on le voit sur toutes ces marques. Et récemment, j'ai aussi eu des feedbacks de beaucoup de business managers. Ce que j'ai ressorti de ce call, c'est que beaucoup et toutes les grosses marques en ce moment qui font du supplement et des produits qui se rachètent, etc., aucun sont rentables en front-end.
Et ils sont extrêmement rentables dès que la personne achète une deuxième fois. Donc après 6 mois, après 3 mois, et du coup, quand ils startent ce type de brand, ils sont en perte énorme. Genre, ils peuvent se permettre de perdre 200K, 300K, 1 million. Et dès le moment en fait où ils font leur première vente, c'est là que le business commence réellement. Alors que moi, par exemple, dans le fashion, j'ai fait beaucoup de fashion, j'ai fait beaucoup de produits où la rentabilité, elle est en fait dès le premier achat, la première vente. Et c'est vraiment un business model différent. Ouais. Et eux jouent vraiment avec les leads qu'ils récoltent en étant break-even, C'est ça. en les matraquant avec des mails, en les matraquant ensuite avec le recurring. Et je pense que ça va arriver vraiment en Europe sur la plupart des marques qu'on voit. Là, on a encore la possibilité de lancer en Europe des marques en recurring et on est profitable au bout de la première vente. Aux US et worldwide, vraiment, là, j'ai eu beaucoup de data sur beaucoup de business et vraiment, la plupart des personnes qui se lancent dans des produits ou qui se rachètent, aucun sont profitables dès la première vente. Et c'est vraiment très différent de ce qu'on peut voir partout en e-com. Personne ne parle vraiment de ça. Ouais, je sais ça, mais moi, je vais lancer justement une brand recurring. Et le but, c'est d'être rentable dès la première vente. C'est dur, hein. C'est très dur. C'est très dur parce que c'est très compétitif. Ouais. Mais Ça, tu au veux départ, lancer t'as US, worldwide? US, Ouais. US. Mais au départ, pour moi, quand tu lances ta brand, tu auras des CPA. Enfin, au tout départ, je parle pas du tout départ, mais une fois que tu as fait le testing, tu auras des CPA corrects. Et c'est une fois que tu auras peut-être une année que les CPA vont commencer à augmenter. Et c'est là que tu peux te permettre de plus être rentable. Mais au départ, il te faut du cash flow, sinon. C'est dur. En vrai, c'est très dur. Parce que, justement. Ouais, mais pour toutes les personnes, justement, qui ont fait du cash en e-com classique, etc., et qui sont OK, je suis prêt à perdre 200 000, 300 000, bah, en fait, c'est extrêmement smart parce que tu as un effet boule de neige avec les abonnements de suppléments qui arrivent. Et beaucoup de marques scalent comme ça. Et on le voit avec les statistiques. En fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est créer un actif. Parce que tu soulèves un point important, Nico. Moi, c'est ce que je suis en train de faire là. Sur un marché, je vais pas citer lequel, mais je suis sur du recurring où j'ai investi beaucoup d'argent sur un projet recurring. J'ai fait mon stock, etc. Et du coup, à la fois, en fait, tu vas laisser tous ces petits rigolos là qui veulent le copier-coller parce qu'ils pourront pas te copier. Si tu as du stock, si tu as une brand, si tu as ton truc dessus, tu vois, ils peuvent toujours copier, mais tu auras déjà une longueur d'avance. Et surtout, c'est qu'aujourd'hui, c'est ultra important dans le sens où les coûts publicitaires, ils sont en explosion. Moi, quand j'ai commencé il y a 5 ans jusqu'à aujourd'hui, en fait, tu vois, les coûts publicitaires, ils sont comme ça fait que augmenter. Et donc, c'est vraiment débile, en fait, entre parenthèses, si je peux dire ça comme ça, de lancer des trucs en one shot. Parce que si tu crées pas ton actif maintenant, ça va être de plus en plus compliqué de le créer plus tard. Et donc, c'est pour ça que beaucoup lancent du recurring, ils s'acceptent la perte, mais ils savent qu'ils seront rentables plus tard. Un mec comme. Allez, on va pas citer de marque, mais un mec qui fait comment dire, du supplément aux US, qui spend 1 million par mois sur les ads. Tu vois, on a vu quelqu'un qui nous avait montré donc ses propres campagnes. On avait vu, bon, c'est un très très gros acteur, qui nous a montré ses campagnes. On a vu ses campagnes et il spendait presque 3 millions par mois. C'est énorme, c'est vraiment énorme, les gars. Là, on parle de très très haut level. Et il était à 0,66% des ROS. Donc le gars, il perdait tous les mois 30% de 3 millions, donc il perdait 900K tous les mois. C'est énorme. Mais il accepte. Vu qu'il tourne depuis un moment, il perdait pas 900 000, vu qu'en fait, il a déjà les abonnements qui retombent, et il a les mails, etc. C'est sûr. Mais là, alors, oui, mais même au lancement, je pense qu'il n'est pas forcément gagnant. Et s'il n'est pas forcément gagnant, et ben s'il fait par exemple, je sais pas moi, allez, 100 000 clients dans un mois, et ben il y aura même, disons, 10% de recurring. Beaucoup de recurring, je vois, ils tournent à 20, 30%, voire plus. Moi, j'ai pas encore beaucoup de data sur ça. J'ai pas parlé avec beaucoup de gens qui ont du recurring, mais même si tu as 10 000 clients qui reviennent, juste 10%, imagine si ton produit il est à 30 €, tu as 300 000 € le mois prochain. Alors que là, tu es en perte. Mais tu auras du recurring sur les 100 000 clients que tu as fait, tu auras 10% qui vont revenir. Et tu vas faire 300K gratuits. Tu as déjà payé l'ADS pour les acquérir. Tu as déjà payé le trafic. Maintenant, tu vas plus le payer, c'est du recurring. Et c'est ça qui est malin. C'est que demain, s'ils veulent exit leur brand, ils exitent pas un truc en one shot, genre un produit que tu achètes une fois, tu vois. Ils exitent un actif où il y a une base de clients qui reviennent, où il y a du recurring,
où les gens ils sont satisfaits aussi. Il faut arrêter de faire des produits de merde. Il faut faire des bons produits où les gens ils sont satisfaits, ils sont contents, ils ont du résultat. Donc vraiment, c'est super important d'aller se positionner comme ça, sur, comme tu dis Nico, sur du recurring. Si tu as le budget, bon, je pense que ça parle pas à tout le monde, mais accepter d'être à perte pendant un certain moment, même si c'est à petit budget. Là, sur ma marque de recurring, ouais, je suis à perte, je suis break-even, mais j'accepte et je me dis que demain, eh ben, je vais avoir du recurring. Là, je tourne à 6% de recurring. Le but, c'est d'augmenter. J'ai même pas fait de séquence email encore, hein, parce que je suis voilà, je suis pas mal occupé, mais dès que je vais mettre en place ça, dès que je vais mettre en place les séquences call pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que vous êtes satisfait, du recurring, leur donner des codes, etc. Monter à 10%, 15%, 20%. Après, ça va être intéressant pour moi et Inch'Allah, je vais être en bénéf. Donc, ouais, c'est un point. 100%. C'est un point crucial que tu as soulevé. C'est pour ça que le challenge, ça serait de lancer et d'être rentable dans les 3 premiers mois. C'est un challenge. Ça serait très ouf parce que, comme il dit Nico, c'est très concurrentiel en fait. Ouais, mais je pense que ça peut se faire. Après, c'est très concurrentiel, donc au départ, ça va être compliqué durant le premier mois avec les CPM. Mais une fois que tu spends, puis en mettant en place l'écosystème, après, avec Google, avec Amazon, je pense qu'il y a moyen d'être rentable, même sans compter les abonnements. Moi, j'ai une question très très importante pour vous, les gars, dont tu viens de parler. Là, c'est les CPM parce que c'est vraiment game changer en fait. Entre un mec qui lance et qui va avoir des CPM de fou. Là, j'ai lancé un produit aux States récemment. 12% de taux de conversion, je vous avais montré, les gars, je crois. Ouais. Ça tournait entre 10 et 12% sur le site. Et par contre, CPM à 160, j'ai pas compris. Donc, ça c'est rare quand même, 160. Mais j'ai vu des gars sur X, sur des plateformes, partager des CPM de fou. Et moi, ma question, c'est comment vous faites aujourd'hui pour optimiser un maximum les CPM, pour les baisser? Quelles sont vos techniques? Quels sont vos hacks? Est-ce que peut-être il y a des ad accounts en particulier que vous utilisez pour avoir des CPM plus bas? Et là, je crois qu'on délivre pas mal de value juste sur la question. Donc voilà. C'est une très bonne question que je pense pas que j'ai une réponse absolue. Parce que pour moi, ce qui marche, c'est de runner, de spender et montrer à Meta qu'on convertit et qu'on a des bonnes créatives. Donc avec le long terme, au bout d'un moment, les CPM descendent. Mais pour du nouveau produit sur un truc concurrentiel, ce que je conseillerais, c'est de faire un A/B test d'ad account, A/B test de page et A/B test de copie et de mots que tu mets dans tes ads. Donc tu A/B testes les ad accounts au même jour? Ouais. Et en fait, on l'a fait plein de fois. Hein. Tu lances sur combien d'ad accounts? 5 ad accounts différents. T'as des CPM totalement différents. Sérieux? Du même supplier d'ad account? Du même post ID. C'est super intéressant ça. C'est le même supplier? Non, différents suppliers. Ok. Différents suppliers. Ok. On avait fait même supplier, c'est-à-dire 2 mêmes comptes du même BM, CPM différents. Ouais. Et autres suppliers. Est-ce qu'il y a un supplier qui se distingue? Est-ce que tu as remarqué à force de lancer des sessings, mais il y a toujours ce supplier là, ou sur l'ad account j'ai toujours les meilleurs CPM? Non, ou pas forcément? Non, c'est ça. Des fois ça peut être lui, des fois ça peut être lui. Ouais, Donc en gros, tu testes sur combien d'ad accounts? 5. Mais je pense qu'il faudrait faire plus. Moi, on m'avait donné un process d'un gars qui fait 50 M et qui a un process béton. Et en gros, il a donné ce process à un élève et lui aussi fait 50 M. Le même process, c'est un truc bétonné. Il faut tester 5 ad Et accounts. c'est de tester plus que 5 ad accounts. Non, 10 ad accounts. 10 ad accounts. Même budget, même voilà, campagne, même, tout tu sais pareil. que t'es à perte, mais après, tu vas trouver ton ad account qui prend le mieux. Incroyable. Je vais tester ça Ouais. dès dans cette semaine, les gars. Ouais. Inch'Allah. Et c'est vrai que ça a fait... Ouais. Moi, je teste 5, mais je pense que je devrais faire plus. Est-ce que c'est le même pixel? Ouais, tout. Moi, je fais tout pareil. Même pixel, 5 ad accounts. Comme ça, tu regardes quel ad account potentiellement part le mieux. C'est pas con. Incroyable. C'est pas con. Okay. C'est comme les CBO. Moi, avant les CBO, je faisais 3 à 5 CBO pour garder seulement celles qui partaient le mieux. Mais le même ad account. Même ad account. Ok, en testing, vous êtes plus ABO ou CBO, vous? La fameuse question. Les deux, franchement, il n'y a pas de... Ouais, toi, tu testes, genre, tu lances ABO, CBO, 5 ad accounts et let's go, c'est ça? Ou non? Moi, je teste en CBO, mais après, j'ai une ABO testing. Ok. Ça roule. Moi, ce que j'aime pas trop dans les CBO, c'est que souvent, tu vas voir que si tu lances une ABO, tu lances une CBO, tu vas voir que le ROAS, il est plus important dans la CBO, mais quand tu cliques pour rentrer dedans, tu vas voir qu'en fait, genre, allez, CBO à 1000 €. Tu as 5 adsets dedans, ok? Tu vas voir que son ROAS, il est de 3. Mais en fait, il est de 3 parce que tu as des petits adsets où elle a spend 20-30 € qui font 4 ou 5 de ROAS. Et l'adset principal où elle a spend 900 €, il est à 1.7 ou 1.8. Mais en fait, donc, tu as 3 de ROAS total parce que tu as des petits adsets qui en fait 4-5. Mais le ROAS principal, il est à 1.7. Donc en fait, ouais, l'ensemble de la CBO, il a un meilleur ROAS. Mais quand tu regardes, elle a spend beaucoup pour pas beaucoup de ROAS. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire ou pas. Non, mais c'est un ensemble. C'est toutes les créas dans la CBO, elles aident
celle qui a. Moi, en tout cas, je préfère les ABO. Après, c'est un long débat, mais je sais C'est pas. un long débat qui aura pas de réponse parce Qui aura que pas de parce réponse, qu'il ouais. y a des grosses brands qui font que ABO, des grosses brands Ouais. qui on spend plus de 100 M. Il y a des grosses brands qui on spend plus de 100 M en CBO. Donc Ouais. ce qui revient, le dénominateur commun, c'est à avoir bien sûr une belle brand et de bonnes créatives. Ouais. Mais je pense que il y a débat. Il y aura toujours débat entre CBO et ABO. Ouais. Et sinon, au niveau du CPM, vous avez quoi d'autre comme technique pour faire descendre? Ça, c'est une vraie question, une vraie problématique. Il n'y a pas que la DAcompte. Parce qu'il y a aussi tout ce que tu mets dans les ads. Tu vois, les termes que tu emploies, il y a des termes qui vont te faire avoir des plus hauts CPM. Je sais même que les couleurs, par exemple, sur ta miniature, si tu as une couleur rouge, tu as des CPM plus élevés, on l'avait testé. Incroyable. Ah ouais. Des miniatures, Ok. tu sais que tu as Non, mais un elle fond. marche mieux aussi. Elle a un meilleur hook. Voilà, après, tu as un meilleur hook. Donc en fait, des fois, il n'y a pas que le CPM, il faut voir le résultat. Mais nous, on avait testé au niveau des miniatures et c'est vrai que la couleur rouge, tu avais plus fort CPM. Plus fort Incroyable, CPM. ouais. C'est-à-dire, Mais en fait, c'est une folie parce que il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte. C'est un algorithme, et c'est pour ça que en fait, je pense que personne n'arrivera jamais à craquer l'équation exacte de l'algorithme, tu vois, parce qu'il y a tellement de choses qui rentrent en compte. C'est un algorithme, il regarde des trucs, il regarde une couleur, il regarde un texte, il regarde une vidéo, tu vois. Il se dit, ok, tiens, toi, tu vas payer ça. Ouais. Tu vois, donc c'est technique, et c'est pour ça que c'est super important de tester un maximum. Un Ouais. maximum. Moi, j'ai des campagnes, et là, c'est une folie. J'ai des CPM très bas et j'ai des CPM qui font x5, x6 sur la même campagne, sur la même cible, sur le même produit, sur le. Voilà, tout pareil. Des CPM qui sont, je sais pas moi, 7, des CPM qui sont à 20-30. Tu vois. Donc, c'est vraiment. Je pense qu'il faut vraiment beaucoup AB tester, mais l'histoire de l'ad account, là, les gars, je sais pas, ceux qui nous regardent là, on vous a balancé une value de fou malade. Ouais. Parce que c'est Il clairement. teste combien du coup d'Adacount? Celui qui fait Je crois 50 millions 10, une dizaine. 10 minimum du coup. Ouais, minimum. C'est Ça, clairement un on est glitch. sur 5-6 en ce moment-là. Et une app qui utilise pour justement manager tout en même temps. Une mettra- quoi on Comment mettra- ça, ouais. comment ça, genre Beer? Ouais, truc un comme truc du ça style, ouais, Birch. Parce que dans tous les cas, tu peux les connecter à TripleWise ou les logiciels qui prennent Ouais, maintenant il y a le plein profil d'applications pour Linux. manager. Et tout. l'application, elle fait quoi au juste? Bah pour t'éviter de lancer manuellement sur chaque Ah, elle lance dans tout. Ouais, ça lance. Incroyable, faut que tu me la Ouais, passes ouais. celle-là. Bah Mais c'est il y avait Birch. Ouais, il y c'est avait bien. Revealbot et ça a été racheté justement par Beer. Et là, ils font vraiment. Ils font encore plus. C'est Ils- Birch ou Birch? Beer.ch, du Ouais, coup, je sais pas ouais. pourquoi c'est .ch, mais du coup, ça t'automatise le lancement Ouais. aussi. Google, TikTok, Ouais. c'est vraiment top. Vous, là, quand vous lancez, par exemple, en process de testing, parce que tous les jours on teste, hein, c'est ça le travail d'un e-commerçant finalement. Vous avez des médias buyers qui lancent les ads à votre place, vous le faites vous-même le media buying. Est-ce que vous avez des process parce que des fois, moi je sais pas, j'ai 20-30 ads à balancer en une journée, et moi je suis encore moi qui fais le media buy, c'est relou de les faire un par un. Est-ce que vous avez un truc, une app, un truc stylé comme ça où je mets toutes mes vidéos, boum, il balance tout en ABO tout seul, ou ça existe pas encore ça? Alors il y a des apps. Toi, je crois que tu Là, justement, utilises Beer fait ça en fait. Bien, il fait ça. Ouais, Beer fait ça. C'est pas par rapport aux différents Les deux. accounts, il fait Les deux. les deux. Magnifique. T'as un Google Sheet, je crois, c'est que tu mets dedans tes URL et il upload. Magnifique. Et tu peux lui dire fais en ABO, tu le mets les textes publicitaires, tu mets tout et lui il envoie. Ouais, ça tout met comme la campagne. Ouais. Trop Ouais. fort. Ouais, Et ça fait vraiment gagner du temps du coup si tu envoies à Beer au lieu d'envoyer à Facebook, parce que finalement tu fais le même travail, non? Ben, Tu lui si ton envoies les media ads. buyer, il gagne du temps, quoi. Mais c'est surtout. Enfin, ça, c'est si tu as beaucoup de lancements que ça peut être intéressant. Au début, c'est juste avoir un media buyer assistant junior qui suit ton process, en fait. Ouais, moi, c'est ce qu'on a. Media Buyer assistant junior qui lance. C'est quoi assistant junior? C'est-à-dire que lui, il fait juste les lancements de créatifs. Ok. Rien Est-ce que d'autre. toi, tu m'as raconté une histoire de fou là. Ton media buyer, il a voulu te nuire, je crois. Il t'a Comment supprimé des campagnes et tout à Ah ouais, l'époque. c'est une fois, ouais, c'est arrivé, ouais. Ah Enfin, ouais, il a c'est pas voulu une me folie, nuire, ça. c'est qu'il Non, s'est non, je trompé. rigole, mais Il s'est ouais. trompé, il a supprimé une campagne. Désolé, Ouais. Cyril, une campagne qui était à 5K. Ah ouais. Désolé, hein. Donc depuis, Il est parti, lui. Je limite les, ouais, il est parti, Ouais, ouais. mais je limite les personnes qui ont accès à la Ouais. DAcompte. Moi, ça, c'est on ça n'est qui. pas à l'abri de Ouais. ça. C'est pareil. Ça me gêne un peu. C'est sûr qu'on n'est pas à l'abri quand on recrute. Il faut toujours accepter qu'il peut y avoir une marge d'erreur, que c'est des humains, tu vois. Mais moi, sur le media buy, j'ai vraiment du mal parce que Facebook, c'est très sensible. Moi, je me suis fait hacker mon compte Facebook là. Si vous voulez, on peut en parler après. Ouais. Ça peut être intéressant aussi pour aider les gens à. Bon, il y a beaucoup de hacks. Hein. Ouais, je pense que c'est important d'en parler. Je me suis fait important. hacker, ouais. Ouais, du coup, c'est important aussi de
bien sécuriser son ad account, son BM, et pas mettre n'importe qui dessus, etc. Tu étais allé à une conférence récemment aussi et ils t'ont parlé de comment mieux se sécuriser. Tu as pu avoir des feedbacks un peu. Et là, qu'est-ce que tu as mis en place justement pour éviter que ça t'arrive une deuxième fois Alors, de te faire hacker ouais. Alors sur la conférence, j'étais invité à Dublin avec les plus grosses agences, les plus gros spenders en e-com. sur Voilà, Meta. sur Meta, ouais. Et c'était donc chez Meta, dans les bureaux à Dublin. C'était vraiment cool. Fait pas mal de contacts là-bas. Et alors, on n'a pas vraiment parlé de hacking. Moi, je leur avais parlé de mon cas parce que c'était actuel à l'époque. Et j'avais parlé avec la directrice de Meta qui me disait que ça arrive tous les jours. En fait, il y a des centaines de cas qui sont hackés. Euh, mais moi, j'ai développé aujourd'hui mes techniques pour me protéger des hacks et tout. Ça, les gars, je pense qu'il faudra faire payer là. Trop de value. Trop de value. Laisse-les se faire hacker un peu. Non, je rigole, je rigole. Non, en vrai, je vais vous dire 2-3 conseils qui sont importants. Sur vos BM, vous allez sur paramètres setting. Tout en bas à gauche, vous allez voir security, recommendation. Et en gros, il va falloir faire toutes ces recommandations de sécurité qui sont très très importantes. Vous avez un school, vous, non? Mhm. Bah, vous m'invitez sur le school et je donne tout ça, les gars. Comme ça, les gens, ils y vont. Vous passez un petit pourcentage dessus sur les nouveaux acquisitions. Mais ouais, faites les recommandations de sécurité. Faites attention à qui accède à votre business manager, à vos ad accounts. Aussi, c'est très très bête ce que je vais dire. Et si vous pouvez le faire, faites-le le soir. Quand vous fermez l'ordinateur, déconnectez-vous de Facebook. Parce que beaucoup de hacks se font via l'ordinateur. En fait, ils hackent ton PC et tu télécharges Prennent tes cookies, etc. Ouais, Ok. exactement. Tu télécharges une extension. En fait, ils sont sur ton PC. Tu te déconnectes pas. Le soir, quand toi, tu laisses ton PC, ils sont là, ils font leur sauce, tu vois. Donc, faites attention aux applications que vous téléchargez, aux extensions que vous téléchargez. Tout ce qui est tout ce qui est lien qu'on reçoit par email ou sur Facebook en Ça, ouais. Messenger, ça aussi. Bah, moi, je me suis fait hacker, dites-vous, parce qu'il y a des gens, ils vont regarder cette vidéo, ils vont dire, ouais, mais lui, c'est un hamar, il s'est fait hacker Mhm. parce qu'il a cliqué sur un lien ou Ouais. son équipe. Mais moi, les gars, faut vous dire, genre, je suis un mec ultra méfiant. Et toujours, je me disais, les mecs qui se font hacker, genre, moi, jamais je vais me faire hacker, parce que c'est des cons, ils cliquent sur des liens et c'est tout, tu vois. Désolé de dire ça, hein, c'est pas des cons, parce que des fois, c'est tellement bien fait que des gens, ils cliquent et c'est du phishing, etc. Mais je pense que c'est ça. Et en fait, moi, je clique jamais sur aucun lien. Toute mon équipe, elle est formée à la sécurité. Ils cliquent jamais sur aucun lien. Et dites-vous, même si on reçoit des emails qui se finissent @facebook.com ou même @meta.com, bah, on va aller sur Facebook, sur le Business Manager, vérifier les notifications, qu'on a une notification qui correspond à cet email. S'il n'y a pas de notification, on ne clique pas. Pour vous montrer le level de sécurité. Et toute mon équipe, elle est formée, ça fait plusieurs années. On clique jamais. Donc moi, je me suis fait hacker avec MetaQuest 3, les gars. Ils ont réussi à rentrer sur mon compte avec MetaQuest 3, qui est le casque de réalité virtuelle. C'est un truc de film de science-fiction, mais c'est la réalité. Pour vous dire à quel point les mecs ils sont chauds. Et je pense qu'il y a un glitch en ce moment. Hein. J'espère qu'il y a des gens pas trop mal intentionnés qui vont regarder ça et qui vont se dire ah bah vas-y. Mais ouais, faut vraiment faire attention, faire les trucs de sécurité comme j'ai dit, faire attention qui rentre, se déconnecter si vous pouvez. Et Mhm. voilà. Ouais, ce qui compte, tu te fais hacker, t'apprends de cette erreur et pas te recommencer, sinon c'est que t'es con. Moi, personnellement, je me suis fait hacker 5 fois. Ouais, c'est une dinguerie, frère. 5 fois sur, pareil, des montants 30 à 50K chaque fois. Et ce que je peux retenir de ça, parce que tu vois, on a changé pas mal de trucs à chaque fois. Nous, la source du hack venait des profils qu'on achetait. Parce que nous, on n'avait pas nos propres profils, on achetait des profils chez des providers. Et il s'avère que certains providers, ce qu'ils font, c'est qu'ils revendent les profils avec toutes les infos à des hackers. Comme ça, les hackers, ils arrivent, si t'as des failles, à remonter. Donc au tout départ, nous, on faisait pas tous les trucs de sécurité, on changeait pas tout. Du coup, le hacker, il pouvait se reconnecter avec les infos. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est, si vous achetez des profils, faites gaffe à votre provider et un provider de confiance et changer toutes les infos. C'est-à-dire changer la 2FA, déconnecter tous les appareils, changer de cookies, Ouais. changer le mot de passe. Ouais. Déconnecter les appareils pour que les gens ils comprennent, c'est que tu vas dans le profil une fois que tu l'achètes et tu déconnectes les appareils qui sont connectés au profil. Ouais. Bah, c'est juste si je peux rebondir sur ça. 2FA, moi je l'avais aussi. 2FA, il sert à strictement rien. Donc Et voilà. il faut la changer. Ouais, il faut la changer pour ceux qui achètent. Ouais. C'est ça que tu dis. Ouais, Ouais, pour ceux qui ça, achètent, oui. ouais. Mais si jamais c'est votre BM, les gars, 2FA, vous dites pas, ouais, je suis tranquille. Non, ça sert à rien. Moi, ils m'ont Ouais. hacké, j'avais le 2FA. Et vas-y, du coup. D'ailleurs, les 2FA, ça sert à rien parce que peu de temps après, je voyais même qu'il y avait des providers qui vendaient
hack à 2FA. C'est-à-dire, peu importe la 2FA, il la craque. Ouais, Parce ouais, qu'ils ça vendent des sert à listes, ils peuvent vendre des listes, là, les Ouais, listes ça sert d'accès. à rien. Les 2FA, ça sert à rien. Du coup, bah vas-y, on va balancer un maximum de value. Je vais Mm. vous dire les 3 gros trucs aussi de sécurité qui sont super importants. C'est premièrement, en fait, ce que recommande Meta, vous verrez dans les recommandations de sécurité, déjà déconnecter les lignes de crédit parce que les hackers, tout ce qu'ils cherchent, c'est les lignes de crédit. Donc pour ceux qui en spendent pas mal, ils ont normalement des lignes de crédit de la part de Meta. Déconnectez-les de vos ad accounts si vous les utilisez pas. Ça, c'est première chose très très importante. D'ailleurs, les lignes de crédit, entre parenthèses, je déconseille. Vraiment, même si Meta vous donne 100, 200, 1 million par mois en ligne de crédit, n'utilisez pas. Ça, c'est mon propre conseil. Voilà, faites ce que vous voulez. Pourquoi tu peux Parce que il y a beaucoup de bugs. Moi, j'ai eu un Ouais. bug sur la ligne de crédit. J'ai perdu beaucoup, beaucoup d'argent. Pas dire des sommes, mais ça m'a fait perdre beaucoup d'argent. Des sommes à 6 chiffres, tu vois. Et du coup, donc il y a des bugs, il y a des hacks. En fait, c'est que ça attire que des trucs de merde. Donc vraiment, je déconseille. Deuxième truc important, c'est que Meta recommande que tous les emails liés au BM soient des emails au nom de l'entreprise. Donc, par exemple, si toi, ton entreprise, c'est, je sais pas moi, master.com, ok, supposons donc là, on est sur Podcast Master, vous avez un site master.com et tous vos emails, c'est nico@master.com, matteo@master.com. Donc, connectez que les master.com, comme ça, tout ce qui est externe, si un mec qui veut vous hacker, c'est un gmail.com ou protonmail.com, comme tous les hackers utilisent, il ne pourra pas rentrer parce que votre business manager, il autorise que les master.com à rentrer en email. Ça, c'est super important. Deuxième truc important, troisième du coup, truc super important, c'est que vous pouvez aussi blacklister tous les domaines externes. C'est-à-dire, vous whitelistez tous vos domaines. Donc, si vous vendez, je sais pas, des trucs sur master.com, et vous mettez master.com, domaine autorisé. Si tu as un autre domaine, nico.com, nico.com autorisé, matteo.com autorisé. Donc, tout ce qui va venir, les hackers, bien sûr, ils vous hackent pour envoyer du trafic sur leur site. S'ils mettent un autre site qui n'est pas dans ces domaines-là, il ne pourra pas rentrer. Ça, les gars, full value, là, vraiment, pour les gros acteurs, pour ceux qui se spendent beaucoup. Si vous voulez faire un don après cette vidéo. Et du coup, pour whitelister, je suis dans les paramètres. Paramètres du pixel. Pour éviter les bans aussi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes du coup qui achètent des profils. Récemment, sur les groupes où on est, où il y a vraiment les app players du e-com, on avait brainstormé sur quels sont les meilleurs outils pour utiliser ces profils, parce qu'on connaît tous du coup, il faut utiliser un proxy quand on achète un profil. Et donc, il y a Incogniton, il y a Multilogin, GoLogin, etc. Il faut savoir que sur beaucoup de ces outils qu'on va utiliser pour utiliser les profils, eh ben, ils sont pas safe. Par exemple, il y a AdsPower qui est pas du tout safe, on peut se faire hacker. GoLogin, apparemment, il s'est fait hacker, mais pour moi, c'était un des tops, mais il s'est fait hacker aussi, j'ai vu. On a Dolphin Anti, qui était pas mal parce qu'il me permettait justement de faire des raccourcis, etc. Mais malheureusement, il est pas safe. Et apparemment, Incognito aussi, c'est pas safe. Donc, nous, personnellement, on a différents types de profils. On a les profils où ça lance les ads. On a les profils qui sont là juste pour commenter sur les ads. Donc, les profils qui sont là pour commenter sous les ads, etc., et qui n'ont pas trop d'accès, bah, eux, on peut se les permettre de mettre sur un Incognito, par exemple, parce que on en a plein, et le prix, il est vraiment top. Et par contre, nos profils où on lance les ads, où c'est des profils qu'il faut absolument être secure, on les a sur Multilogin, qu'apparemment Multilogin, c'est le plus safe de tous. Aussi, ouais. Ouais. Donc ça, c'est aussi à faire attention. C'est bon, parce que vraiment, les AdsPower, tout ça, c'est un peu russe, et j'ai eu beaucoup de hacks, surtout que tu peux te faire hacker juste avec les cookies. Genre, quelqu'un peut acheter les cookies et il met juste les cookies sur AdsPower et il se connecte à ton profil. Ouais, c'est une folie. Donc, faut juste, ça, c'est faire attention. Petit aparté sur les hacks, qui est important. En fait, pour moi, dans le business, il y a deux choses qui sont importantes. Tout le reste, il faut enlever. C'est tout ce qui peut faire gagner de l'argent et tout ce qui peut éviter en perdre. Et entre les deux, il y a plein de choses qui sont pas importantes. Et pour moi, en premier, il faut se concentrer sur comment faire de l'argent, puis ensuite pas comment en perdre. Et au bout d'un moment, quand tu runs un business ou tu fais du commerce, plus tu avances, plus tu as de choses qui s'accumulent dans ton business. Et justement, il faut rester focus sur ces deux trucs. Parce que sinon, tu vas engager des personnes pour faire des trucs qui, au final, peut-être te font même pas gagner d'argent ni t'empêchent d'en perdre. Et du coup, ça sert à rien. Vous pensez qu'il y a quoi dans votre business qui pourrait rentrer dans cette catégorie qui sert à rien, justement? Le personnel.
avec l'IA qui arrive, tu as Ouais. beaucoup de choses qui vont être remplacées. Je parlais justement avec quelqu'un justement qui a fait passer plusieurs marques de genre 100 K par mois à genre 5 millions l'année. À une autre personne ou la même? Non, la même. Ah, là, ok. Et genre, il y avait des bureaux en Suisse, etc. Et 30 personnes qui bossaient à temps plein. Et à la fin, ça faisait des coûts extrêmement élevés comparé à ce que aujourd'hui, bah, toi, nous, en fait, avec nos équipes un peu en mode lean startup qu'on arrive à avoir en mode freelance, etc. Même avec l'IA qui arrive, pour moi, le personnel, il faut faire attention. Donc, pour toutes les personnes qui ont des bureaux en Ouais. physique et des grandes équipes, bah, c'est le personnel. Pour moi, c'est un des top priorités à regarder. Peut-être même chaque mois, ok, les dépenses. Peut-être je paye trop cette personne-là. Peut-être. Alors pour moi, je suis partagé sur sur ce point de vue-là, dans le sens où, oui, je pense qu'avec le temps, maintenant, l'entrepreneur, peu importe le domaine, peu importe l'entreprise, la première question qui va se poser avant de recruter, c'est est-ce qu'il y a un agent IA qui fait ça, tu vois, à la place du gars que je vais recruter. Je pense que ça, c'est vraiment un domaine de fou. Euh, mais au-delà de ça, je trouve que quand même, bon, l'humain, il est chiant. Il a ses problématiques, et des fois il est malade, des fois il est absent, des fois il fait de la merde, etc. L'IA, c'est beaucoup plus optimal une fois que tu arrives à l'optimiser, à bien la mettre en place. Mais tu vois, moi je suis vraiment en train de penser à, Inch'Allah, faire une petite équipe comme ça, des bureaux, où genre il y a mon équipe. Bon, pour le SAV, non, ils seront pas au bureau, mais tout ce qui est cerveau, genre je rentre, il y a mon creative stratégiste, il y a mon head of strategy, tu vois, moi je suis là, il y a voilà, je sais pas moi, un community manager ou un truc comme ça, tu vois, je sais pas encore. Pour l'instant, voilà, j'ai l'idée en tête de faire des bureaux. Et comme ça, en fait, t'arrives et je pense, en tout cas, que il y a une cohésion d'équipe, il y a un esprit d'équipe, tu vois, et on est là, on travaille sur un résultat, on a un tableau, tac, tac, là, les gars, aujourd'hui on fait ça. Il y a le gars qui lance les sites, il y a le gars qui fait des trucs, parce que moi, même si je suis dans du recurring et j'essaie de faire des vrais brands, et ben je continue quand même de lancer des trucs à côté. Je lance vraiment plus les trucs merdiques à 2 francs que tout le monde peut me copier. Je lance que des trucs avec barrière à l'entrée maintenant. Donc voilà, je continue à faire ça et je pense qu'avoir une équipe, un process où tu rentres, chacun est là, genre, tu sais, des fois on voit des photos sur Twitter ou quoi, tu vois 5 mecs qui sont sur leur Mac comme ça, tu vois, avec, je sais pas, un mec qui les prend en photo et derrière les mecs qui printent de fou, tu vois 5 gars ils sont dans une pièce comme ça. Je sais pas si vous voyez Ouais, ce que bien je veux sûr, dire. bien sûr, bien sûr. Et moi je pense vraiment donc que c'est à tester. J'aimerais tester Ouais. ça au moins sur un an, prendre des locaux, tester une équipe. Ça marche, tant mieux, ça marche pas, je remettrai en question, mais je pense que ça vaut le testing et je regretterai plus tard de ne pas le faire, tu vois. Ouais, ouais. Moi, pareil, c'est un truc que j'aimerais bien tester aussi. Bah, je pense que ça peut être insane. De fou, de fou. Et en fait, regarde, par exemple, à Dublin, les mecs que j'ai rencontrés à Dublin, c'est des cracks. J'ai rencontré des e-commerçants qui ont fait, l'année dernière, ils ont fait 200 millions en CA. Mhm. C'est insane. Euh, bon, c'est parmi les plus gros e-commerçants que j'ai connus de ma vie, et que j'en ai pas connu qui ont fait plus, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. J'ai connu des média buyers qui ont spend des centaines de millions. Et en fait, ce qui revient à chaque fois que je parle avec quelqu'un, moi, la question, c'était t'as combien de personnes dans ton équipe? Moi, j'en ai, je sais pas, moi, 7 8 quelque chose comme ça. Et j'étais là, ouais, 7 8 et tout. Ils me disaient, ah, ok. Et tout. Genre, limite, ils allaient parler à quelqu'un d'autre après, tu vois, parce que pour eux, ça parlait beaucoup en équipe. Quand je parlais à quelqu'un et tout, je leur disais, ouais, toi, tu fais quoi? Ils me disaient, nous, on a 40 employés au UK. On a des bureaux, ils me montraient leurs vidéos au bureau au UK. Ils sont en train de faire du MMA, ils rigolent entre eux. Tu vois, il y a un truc, il y a un esprit d'équipe, il y a aussi une solidité. Je pense aussi que quand tu as des équipes comme ça peut te mettre un stress supplémentaire qui est bénéfique, tu vois, où tu te bats pour ton équipe, tu te dis, les gars, je dois Mhm. chiffrer parce que j'ai des gens qui sont là. Donc, je pense vraiment que ça peut être motivant et que ça vaut le testing. Et du coup, Voilà. qu'est-ce que tu as vu comme autre facteur commun qui revenait chez ces personnes-là qui se plaignent C'est beaucoup? des mecs qui sont structurés, qui ont des équipes, qui ont une vision long terme, qui font les choses proprement, qui ont des sites ultra clean, qui ont des process dans le recrutement, dans les méthodes de faire. C'est une folie, vraiment. Moi, ils m'ont donné leur process de recrutement pour le creative strategist, par exemple. C'est une folie. Et là, je leur ai demandé leur process pour le head of strategy. En fait, je vais leur Mhm. demander leur process pour tout. C'est devenu des potes à moi. C'est vraiment cool, tu vois. Et ouais, c'est ça que j'ai remarqué, c'est structuration.
le mot le plus important, je pense, aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, pour ceux qui veulent aller sur le plus haut level, c'est structuration, c'est sérieux. Bon, pas trop non plus, faut Ouais. quand même être fun et prendre du plaisir dans ce qu'on fait, mais c'est sérieux dans la vision, tu vois. C'est pas se dire, vas-y, je sais pas quoi, je fais des trucs de merde, c'est se dire, ok, on va essayer de build quelque chose de costaud. Et équipe. Équipe, voilà, équipe. structuration, équipe, sérieux. C'est tout, tu vois. Fun, Ouais. fun aussi, c'est important en vrai. Have fun, tu vois. Les Américains, ils utilisent beaucoup cette expression Ouais. have fun, man, tu vois. Genre, prends ton pied, tu vois, Moi, amuse-toi bien. en France, En France, non, on est plus half relou. tax, half tax. Ouais. Have tax. Ça de faux. Mais ouais. Donc, Ok, intéressant. C'est vrai que c'est un truc qui revient beaucoup chez les top entreprises. Ben, ce qui compte, c'est l'humain. Au bout d'un moment, c'est pas juste le CEO, c'est pas le CEO qui va tout faire. C'est les humains derrière, du coup, bah, c'est les humains qui composent l'entreprise. Du coup, le truc le plus important, c'est comment recruter, comment manager. De au fou. final. De fou. Mais moi, je passe mes journées à ça, Ouais. là. Recruter, former, manager. C'est très, très formateur de recruter parce que petit à petit, tu vois, moi, avec Nico, il nous est arrivé un truc. C'est que, bon, on était sur un projet, vite fait, qu'on avait lancé, on va dire. Et on a recruté un mec sur ce projet-là. On l'a viré 24 heures après. Tu vois, Hire fast, hire fast, fire fast. fire fast, tu vois, c'est Nico qui m'a dit ça. En gros, c'est qu'on a recruté un mec. Moi, maintenant, genre, j'ai eu tellement de problématiques sur les recrutements, des gars qui sont pas sérieux, des gars qui écoutent pas ce que tu leur dis, des gars qui se forment pas, je tacle personne. Mais ça, c'est beaucoup de gens qui ont vu ça, qui ont cette même problématique. Peut-être toi aussi, Mathéo. Ouais. Et du coup, le truc, c'est que là, on a recruté un mec, il nous avait dit qu'il allait faire ça le lendemain. Il l'a pas fait. On lui a écrit à minuit, genre, mec, on a attendu la dernière minute, Mhm. tu vois, pour être carré. Il a dit, ouais, en fait, si, ça, il nous a raconté sa vie, mais vous m'aviez Mhm. pas dit que c'était pour aujourd'hui. Mais toi, tu nous avais dit que tu allais faire ça aujourd'hui, tu vois. Mhm. C'était un créatif stratégiste, du coup, qu'on a recruté pour augmenter les équipes. Il nous fallait un deuxième, etc. Et finalement, on lui a dit, mec, t'as pas tenu tes promesses. Là, tu remets en cause le truc, tu rejettes la faute sur nous au lieu de t'excuser et tout. Tu nous dis, ah, mais tu nous as pas dit qu'il fallait travailler pour aujourd'hui. Alors, tu t'es engagé. Au revoir. Pourquoi? Parce que si dès la première journée, tu fais ça, qu'est-ce que tu vas nous Ah, faire si ça. on perd du temps avec toi, on te forme pendant 30 jours, tu commences à travailler sur nos process, tu vois nos trucs et tout. Qu'est-ce que tu vas nous faire dans 1 mois, 2 mois, 3 mois? Si t'es comme ça, 100%. t'es comme ça. Tu vois. 100%. Donc, c'est très formateur parce que tu apprends à comprendre la psychologie humaine. Maintenant, quand je recrute, j'essaye de poser des questions lifestyle, vie privée, pas trop intrusif non plus, mais pour comprendre la personne à qui je parle, tu vois. Voir Mhm. comment il répond, comment il est, tu vois, et c'est formateur. Ouais, C'est bah, intéressant. je me penche justement de plus en plus dans le recrutement, dans comment bien recruter. Et tout passe par les questions, donc comment tu profiles en fait la personne. Tu vois, par exemple, pour éviter ça, on pose des questions de, voilà, t'as fait des erreurs dans le passé ou t'as eu des challenges, comment tu les as surmontés. Et en fait, on regarde comment la personne a répondu par rapport à ça. S'il répond, en gros, c'est la faute des autres, tu vois, dans sa manière de répondre, Super intéressant. red flag. Super S'il intéressant. répond, s'il répond d'une manière, ok, ben il a pris le truc, il a pu apprendre, etc. C'est un point. Et en fait, on structure en fait, sur une scorecard. Bah ça, c'est Sophia de MF qui en avait parlé. Et du coup, moi, je reprends ce qu'elle dit parce que pour moi, c'est une craque. Donc, en fait, on met des questions type d'une scorecard donc, qui va venir définir si la personne est forte ou non en skills et en termes de culture fit. Et après, on va mettre des réponses qu'on attend. Ok, ça, c'est une bonne réponse. Bah, sinon, des fois, tu sais pas si c'est une bonne réponse ou pas. Tu vois, tu dois réfléchir ou tu ne peux pas noter une carte. Tu peux pas noter la réponse. Et après, red flag. Tu vois, comme ça, tu sais à l'avance. Par exemple, pour voir si c'est la personne, comment il réagit en cas de problème, Magnifique. bah, tu mets la bonne réponse, la mauvaise réponse. Tu Et ça les- permet. Et Tu les as sur un Google Sheet, un sur un truc comme Google ça Sheet, exactement. Ouais. Magnifique. Et Tu me le pour passeras, tu me le pour les passeras, créatifs s'il te plaît. stratégistes, tu vois, c'est un domaine que je comprends bien. Là, j'ai fait pas mal de calls avec des créatifs stratégistes. C'est game changer. En fait, tu poses les bonnes questions, Magnifique. ça se filtre automatiquement. Genre, Ouais, j'ai eu de des fou. personnes, Ouais. au call, ils étaient là, je leur posais des questions techniques, ils savaient pas quoi répondre, puis à la fin du Ouais. call, merci, au revoir. On en a parlé la Tu vois, dernière fois, je ouais. crois, de ça. C'est super intéressant. Moi, ce que je fais, c'est que maintenant, parce qu'avec l'IA, c'est trop facile. Si tu leur donnes un questionnaire pour Mhm. trier, on va dire, préalable, tu leur dis, voilà, je sais pas moi, une fois que tu as analysé les KPI en tant que créatif stratégiste, qu'est-ce que tu vas faire de ça? Comment
tu optimises ta stratégie créative pour me faire générer plus d'argent. Par exemple, une question toute bête, mais c'est la plus importante chez un créatif stratégiste. Si tu le poses ça, il va donner ça à GPT, il va te répondre sur le forum. Alors que moi, ce que je fais maintenant, c'est genre, je leur fais un truc un peu plus, on va dire, comment dire, un peu plus rusé, futé, Mhm. entre guillemets, dans le sens où je leur dis, ouais, les gars, est-ce qu'on peut faire un call vite fait juste pour t'expliquer un peu notre vision, notre stratégie, et voir un peu comment tu peux, genre, rentrer avec nous dans nos process, et si on peut travailler ensemble, si toi ça te va et si nous ça nous va aussi, tu vois. Et en fait, une fois que j'ai fait ça, il rentre dans le call, je lui pose un peu des questions comme ça. Après, je le piège, je lui dis, ok, mais toi, du coup, t'es créatif stratégiste, quels sont pour toi les. Tu vois, et je lui pose quelques questions. Mhm. Et là, t'en vois beaucoup qui bégayent, hein. Tu Ouais. vois, genre, en fait, ils jouent les experts sur certaines plateformes, mais en fait, ils bégayent, tu vois. Ouais. Et ça, c'est important, je pense, aujourd'hui, avec l'IA, de poser des questions en vrai à quelqu'un, tu Ah vois, oui, oui, c'est que, sûr. que de lui Exactement. envoyer des questionnaires Nous, comme on notre, faisait à l'époque. notre process, nous, c'est on fait on fait poste de recrutement, on fait rentrer un maximum de personnes dedans. Ensuite, il remplit un questionnaire. Donc là, question basique, tu as travaillé pour qui? Montre des exemples de tes travaux. Tu as des questions, c'est que c'est pas juste une question qu'il peut répondre avec ChatGPT. Donc plutôt des trucs personnels à lui. Et ensuite, après, on sélectionne les tops. Et là, on va les mettre en appel, un appel interview. Certains font un culture fit en premier pour voir si la personne déjà fit au niveau de la culture. Mais moi, je préfère faire moi le premier C'est quoi call Culture Fit, du coup? pour voir si la personne peut fitter avec les équipes, comment elle va s'entendre avec Ah, les ok. équipes, quelle est sa mentalité, tu vois, comme un peu avant, comment il réagit aux problèmes, etc. Euh, mais moi, je fais directement. Creative Strategy, c'est moi qui fais directement le premier call. Donc le culture fit, on le fait en deuxième avec d'autres personnes qui travaillent en recrutement chez moi. Et là, dans le premier appel, par exemple, Creative Strategy, c'est moi qui fais l'appel. Les autres, je pense, je vais plus faire parce que ça prend du temps. Ça prend trop de Et temps. Creative Strategist, pour moi, ça m'aide à apprendre. Tu vois, je contacte que les top Creative Strategists. Et puis, du coup, on brainstorm, en gros, on appelle. Et je dis exactement comme toi. Je dis, écoute, bah, c'est pas un appel d'interview, c'est simplement, on va voir si ça fit pour l'un et l'autre. Je vais te poser des questions. Si on peut brainstormer sur des sujets, bah, au final, on sera les deux enrichis. Et je pose des questions assez techniques. Ça, tu fais combien de fois par semaine ces calls? Ça, bah, maintenant, on a trouvé la personne. Là, j'en fais encore un call aujourd'hui parce qu'elle était bonne. Il mieux vaut faire un call et avoir une bonne personne au cas où. Mais là, je faisais un call par semaine à peu près. Moi, c'est déjà beaucoup pour moi. Un à deux calls par semaine. Mais seulement avec les top personnes. Genre, tous ceux que j'avais un doute, je faisais pas de call. Mieux vaut pas faire un call que si j'étais pas sûr. Parce Dans que le- pour moi, la A player, c'est évident. Ouais. Dans le process à Sofia, il y avait aussi un endroit sur le Notion où tu préparais enfin, des personnes extrêmement chaudes, fortes, mais que tu les prenais pas forcément, mais tu les gardais dans un Ah, coin regarde, pour les ouais. tenir au chaud. Ouais. Et tout d'un coup, ils sont toujours là pour être Au dispo cas où, ouais. au cas où. Ça, j'avais bien apprécié. Du coup, moi, j'ai une liste de pas mal de personnes. C'est pour ça que c'est important de traiter bien tout le monde. Parce que plus tard, ça peut toujours être utile. Enfin, c'est une, Toujours, c'est une, c'est une règle de base de bien traiter tout le monde, de mais fou, ouais. chez certaines personnes, elles oublient. Et elles font un interview juste pour l'interview. Pas juste parce qu'elles veulent recruter. Elles pensent pas que la personne, c'est un humain et tu peux échanger. Puis au pire des cas, tu crées un lien. Ouais, carrément, ouais, super important. Toujours bien traiter les gens, que ce soit dans la vie privée ou dans le professionnel. Et tu sais jamais que demain tu restes de les recroiser, tu vois. Et même à part ça, Ouais. super important. L'humain avant le business, c'est pas une vision que tout le monde partage, Ben, au mais. final, c'est ça. Les gens oublient que le Ouais, business, c'est ouais, juste parce que c'est des humains qui ouais. achètent un autre humain. Ouais, il y en a, Juste parce- ils ouais. sont prêts à tout, hein, pour le business, pour l'argent. Mais c'est vrai que garder des valeurs, garder quand même le respect, la courtoisie, la sympathie, c'est ultra important. Mhm. Finalement, ça devance l'argent, hein, Mhm. pour moi en Ouais. tout cas. Ouais, Ouais, ouais. pareil. Mm. Et sinon, vous avez vu, toi, tu m'as dit qu'ils avaient pas mal d'expérience en creative stratégiste. C'est quoi les mistakes ou les choses à faire, tu dirais, pour recruter un bon creative stratégiste? Bah déjà qu'ils répondent bien aux questions techniques, hein. Si, Mm. si le mec il bégaye, c'est chaud, mais faut que dès que tu poses une question technique, il sache bien répondre, tu vois. Ça c'est red flag. Si le mec il répond pas bien, c'est-à-dire en fait t'es pas créatif stratégiste, tu vois, t'es dans, euh, dans une entreprise, tu suis des process, mais t'as pas, tu Mhm. vois. Mais ouais, à part ça, je vois pas trop de red flag. Et sinon, moi ce que je fais maintenant, c'est à chaque fois que je recrute, je fais comme toutes les entreprises, je pense, les plus grosses font, si je prends en période d'essai. Tu vois, Mhm. Ouais. je recrute, je lui dis, bon, je te prends en essai, on va voir ce que ça donne, tu vois, à la fois pour toi et pour moi. Parce qu'il faut pas oublier aussi que des fois, tu parles aux gens, genre tu les recrutes, tu penses vraiment à ton entreprise, mais il faut penser à eux aussi, tu vois. Est-ce que ça le fit, tu vois? Est-ce que Ouais. ça, genre travailler comme ça, c'est quelque chose, c'est une vision qu'ils partagent?
Et donc, on fait un testing une semaine. Et si ça se passe bien, et ben, on prolonge sur un mois. Si ça se passe bien, il reste, tu vois. Donc voilà. Mhm. Aussi, les red flags, c'est. euh, J'aime bien avoir quelqu'un d'obéissant, en fait. En fin de compte, je te racontais la dernière fois, c'est l'histoire des Rothschild et tout. On va pas rentrer dans des trucs bizarres ou complotistes, mais à la base, les Rothschild, à l'ère de l'industrialisation, ils ont créé les écoles parce qu'ils avaient besoin de former des gens qui savent lire et écrire pour travailler dans leurs industries, tu vois. Et du coup, en fait, les gens, ils étaient illettrés, ils savaient rien faire, et donc ils se sont dit, ok, on va créer l'école pour former nos travailleurs. Et donc, l'école, elle t'apprend quoi? T'apprends à être obéissant, à tenir dans les rangs, à écouter ce qu'on te dit, à te lever à 7 h du matin. Et en fait, finalement, ils sont pas cons, ces mecs. Et c'est les plus riches du monde. Mais s'ils ont fait ça, ils savent ce que c'est finalement la psychologie d'un bon employé. Tu vois, un bon employé, c'est un mec qui exécute, qui suit, tu vois, même si, par exemple, pour le créatif stratégiste, il doit être créatif, créer des choses et tout, il doit bien suivre les process, bien suivre par A plus B. J'ai une autre anecdote aussi à vous raconter. Mais au niveau de l'école, c'est encore actuel. Hein, ah, mais bien sûr. L'école est faite pour former à devenir des bons employés. Exactement. C'est très bon l'école pour devenir un très bon employé. De fou. J'ai une belle anecdote à vous raconter aussi. Alors, je sais plus si c'est Apple ou Google. Ils ont fait, en fait, ils font un process de recrutement. Je l'ai vu, je l'ai vu récemment, ça, sur Internet. Et je pense que vous avez peut-être vu cette vidéo. En gros, ils prennent 1000 personnes, ils les mettent dans une salle. C'est vraiment des gros process de recrutement. Ils leur donnent un questionnaire de 30 questions. Et en fait, les questions, à la fin, elles deviennent un peu farfelues, genre bizarres. Pour aller sur Mars, sans moyen de locomotion, comment tu fais? En fait, c'est des questions qui n'ont ni queue ni tête, tu vois. Et ils ont 1 heure pour répondre à 30 questions. Mais c'est impossible. Et du coup, tu vois, les mecs qui sont là, boum, s'ils écrivent, ils font leur vie et tout, tu vois, ils sont en stress, panique et tout. Et tu vois, des mecs, au bout de 25 minutes, ils sont là, ils ont posé leur stylo, ils sont sereins, tu vois, ils ont fini le questionnaire. Et genre, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que ils disent la première question, la première instruction, c'est lisez les 30 questions, puis répondez une par une. Donc les gens, beaucoup, en fait, ils commencent ces questions 1, boum, question 2, question 3. Non, c'était pas ça l'instruction, c'était lisez les 30 questions, puis répondez aux questions. Et en fait, si tu lisais les 30 questions, tu avais à la question 38, si vous en êtes arrivé là, vous comprendrez qu'il faut répondre qu'aux 3 premières questions. Et là, ça montre beaucoup l'importance d'avoir un employé qui suit les instructions. Tu vois, qui lit, qui suit les instructions. Et ouais, donc c'est Mais pour c'est ça une très bonne anecdote. Et moi, je l'avais fait à l'école. On l'avait fait à l'école assez jeune et ça m'avait choqué. Parce qu'en gros, il fallait dessiner, il fallait faire plein de trucs. Puis à la fin, bah en fait, fais rien. Et ça m'avait choqué. J'ai dit, mais je suis con en fait. Il fallait juste que je lise. Et du coup, c'est un truc qui m'est resté. Et dans les process de recrutement, souvent, je leur donne des process et je veux voir à quel point ils arrivent à suivre un process. Parce que c'est un gros problème. C'est qu'en fait, tu peux avoir les meilleurs process du monde. Tu fais une bonne expression, un loom, etc. Et il y a des personnes qui n'arrivent pas à suivre des process. Ouais. C'est plus fort que eux, ils n'arrivent pas. Ouais. Et du coup, ben, il faut déjà pouvoir filtrer ces personnes-là. De ouf. Mais très bonne anecdote. Ouais. Donc pensez dans vos process, intégrer une manière de pouvoir filtrer si les gens lisent les instructions. Mettez un truc tout bête. Nous, à l'époque, pour des proofreaders, on leur mettait des fautes exprès dans un texte. Ok, faites ceci. On mettait exprès un texte faux pour voir s'ils détectaient l'erreur. Ou des fois, on mettait, ok, ben lisez bien toutes les instructions, et on mettait un truc pour voir s'ils avaient bien lu toutes les instructions. Tu vois, comme c'est pas mal. Comme ceux qui regardent les podcasts, on dit à la fin, si vous avez regardé le podcast, commentez banane, par exemple. Et ben, c'est genre de bail. Et ça permet de voir si la personne lit déjà bien. Parce que si elle lit pas, c'est chaud. Après, le process de recrutement, quand on a du coup une bonne équipe, toi, est-ce que tu as déjà fait Enfin, c'est qui dans ton équipe qui fait le forecasting? Est-ce que tu le fais ou tu le fais C'est quoi le forecasting? C'est quand tu Chiffre prévisionnel. Ah, ok. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis pas du tout un bon opérateur. Je commence à être apprenti opérateur, c'est-à-dire à mettre le nez dans les équipes, etc. Donc je suis, on va dire, un apprenti. Moi, c'est pas ma zone de génie, c'est pas ce que j'aime faire. Déjà, faire plusieurs choses en même temps, ça me fatigue. Pour moi, que la communication avec les équipes, je fais ça et je suis épuisé après. C'est-à-dire je dois faire ça qu'en fin de deep work. Sinon, je peux pas. Et le forecast, ben, actuellement, nous, c'est assez compliqué, mais on se base... Déjà, il faut avoir une brain, il faut avoir l'ancienneté.
Et une fois que tu as l'ancienneté, bah, idéalement, si tu as une année en plus, se dire tu peux regarder en rétrospective par rapport à l'année passée, qu'est-ce que tu as fait l'année passée pour prédire ce qui peut arriver cette année-là. Si tu sais que l'année passée, au mois d'août, tu as fait un gros mois, bah, tu sais que potentiellement, au mois d'août, tu vas pouvoir faire un gros mois. Mais là, sinon, je me mets juste une petite augmentation chaque mois, en tenant compte que des fois, ça va pas être graduel, mais peut-être ça va être un mois un peu stagné ou à descendre, mais ça doit être sur l'année, ça doit C'est toi augmenter. qui le fais. C'est moi qui le fais, Ok. ouais. Et après, je regarde en tenant compte des nouveaux produits, de ce qui pourrait se passer, de la saisonnalité. Mais je suis pas un bon forecaster. Et pour l'instant, j'oriente tout mon business pour éviter de faire trop de forecasts, pour éviter de faire trop de stock ou trop de prévisions, parce que je suis pas bon là-dedans. Moi, je focus sur où c'est que je suis bon. Donc, je pourrais pas donner la meilleure des réponses par rapport à ça. Ah, parce que justement, là, on est sur un projet qui me nécessite beaucoup de stock, etc. Et... Pour moi, c'est des projets que j'évite. Mais c'est très lucratif, donc je Ouais. vais pas l'éviter. Donc, Souvent, tu as des barrières à l'entrée, c'est les stocks, et du coup, ben, c'est une grosse barrière à l'entrée. voilà, j'ai suivi une astuce pour avoir des créatives vraiment top-notch. Je sais pas si vous l'avez déjà fait. C'est très simple, en fait. Vous allez sur votre shop et vous allez voir les clients qui ont passé le plus de commandes. Et simplement, vous allez les contacter, envoyer un produit peut-être gratuit ou simplement un code promo et leur demander de faire un review vraiment Vidéo, brutal, honnête. Ok. Et souvent, ces créatives-là, tu vas avoir des bonnes stats. Ouais, c'est magnifique comme tips. Ouais. Je vais le mettre en place. Parce que la personne qui t'achète plein de fois le produit, bah, c'est quelqu'un qui adore ton produit et donc va faire au mieux la créative. Genre, il y a personne de mieux Il ne sera mieux parler de ton Voilà, produit qu'un client que quelqu'un qui a satisfait. acheté plusieurs Ouais. fois. Donc, je sais pas si vous avez déjà fait cette. On a un process qui est en place, c'est qu'on regarde les top clients. Donc, on a un flow sur Klaviyo qui fit les top clients. Les top clients, on les contacte et on leur dit écoutez, on peut vous offrir, rembourser votre produit. Simplement, remplissez ce forme. Et comme ça, après, on sélectionne ceux qui Ouais. fit le mieux à faire une vidéo. Et là, on leur demande de nous envoyer juste une petite vidéo UGC en échange de ça. Une vidéo juste 10 secondes, juste pour voir ceux qui arrivent à se filmer en caméra. Et après, on fait un live call avec eux. Mais même ceux qui arrivent pas à se filmer, ça peut être intéressant en mode pour les ugly ads, etc. Faut pas juste. Ouais, Les ads c'est magnifiques. ça. Juste Ouais. fais scam, raconte-nous juste pourquoi t'as acheté le produit. Ouais. Puis après, on fait un live call où c'est que en direct, on pose des questions précises. Et ça fait une ads banger. Quand tu dis top client, c'est quoi un peu Ceux qui genre ont à commandé partir de- plusieurs fois. Je sais pas, on a un Ok. flow sur Klaviyo sur top client. Je sais pas C'est que tu exactement viens de me donner une idée de fou là. Mais je sais pas si je pense Mm. je sais pas si on la coupe ou pas, tu verras. Mais en gros, même pour push. Mais non. Le mec 3 heures après. Même pour push les clients qui n'ont pas racheté encore, tu peux tester ça. Genre, t'envoies une séquence email à tous les clients si tu as du recurring, bien sûr. Tu leur dis, les gars, si vous avez apprécié le produit et tout, on vous demande un review vidéo et on vous donne moins 50% au genre votre prochaine commande gratuite. Ça fait que à la fois, ils te font une review gratuite vidéo et ça fait qu'ils rachètent, tu les mets dans le process de recurring. Donc, s'ils rachètent une deuxième fois et qu'ils ont apprécié ça, peut-être qu'ils vont racheter une troisième, fois. une quatrième. C'est une dinguerie que tu viens de me dire là. Moi, tu m'as Faudrait que donné je une autre idée, c'est de mettre en place dans les paniers abandonnés. Ah, comme vous faites partie de nos clients, bah, vous avez des... Oh, Si vous magnifique, magnifique. Tu vois, un truc du Ouais, style. le mec, il a pas acheté, mais Ouais, tu il l'a lui pas dis, acheté, faire comme en vous sorte faites qu'il a... partie de nos meilleurs clients, pas mal. Voilà, pas mal. fais Genre, pas- tu l'envoies un mois après. Ouais, Dernier email retargeting 30 jours après. À moi, ça va pas ouvrir, mais. Bah, si c'est un bon client, tu vois. Genre, Non, si c'est pas ni non, abandonné. c'est pas un panier abandonné. ah, Ça sera oui. testé. Ah, panier abandonné, je sais pas. Alors, paiement abandonné plutôt, je dirais. Hop. Paiement abandonné. En fait, moi, ce que j'aurais fait là, et ce que je viens de réfléchir, c'est que j'aurais envoyé un email pour le paiement abandonné, enfin, panier abandonné, du style pour la campagne, voici pour la campagne des témoignages. Donc, vous avez participé en nous voyant un témoignage honnête. Tu mets les témoignages, des fautes, enfin, des témoignages que tu as, genre style vidéo ou texte. Et tu dis, bah, merci d'avoir participé, voilà 50%. Ah ouais, ça se tente. Et le gars, genre, en même temps, il va voir les avis, tous les avis qui Magnifique, sont magnifique. positifs. Il va se dire, j'ai gagné un truc. c'est super bien, franchement. Maintenant, faut appliquer. Faut Faut appliquer, tu vois. C'est bien d'avoir toutes des des petites idées. idées de hack, Ouais. mais il faut appliquer, il faut tester. Pas mal. Toi, avec tes équipes, tu es sur quel système, quel process tu utilises C'était en mode est-ce que tu utilises Asana, Slack, WhatsApp? Que j'ai rencontré des personnes qui font 200 millions l'année, ils sont. Enfin, 100 millions l'année, ils sont full WhatsApp.
pas de prise de tête, Ouais. et un petit Monday. Toi, est-ce que. Moi, en gros, tous les process, ils sont sur ClickUp. Ok. Et la communication, elle se fait sur WhatsApp. Slack, je trouve ça vraiment bizarre. Genre, j'ai vu un tweet d'un gars là sur X, il m'a fait rire. Il a dit, mais les gars, ce gars, c'est. Comment il s'appelle Il tourne fort, hein, il tourne à 7 millions par mois là. Très très fort. Ah, il s'appelle Luca, non? Lucas, ouais. Lucas, Luca. tu l'as vu, ouais. Ouais. Il dit, les gars, je suis rentré sur Slack, je suis ressorti après 20 minutes. Comment vous faites pour faire vos process sur Slack, vos communications là-bas Moi, j'aime pas du tout Slack. Après, chacun sa vision, mais ClickUp pour les process. Voilà, le creative strategist, il a ses tâches de trucs à faire. Les mecs qui sont dans le SAV, ils ont leurs trucs à valider tous les jours, tu vois. Et après, communication sur WhatsApp. Mais là, on communique de moins en moins. En gros, l'idéal, c'est important la communication, surtout au début, quand tu recrutes, etc. Mais après, l'idéal, c'est que les équipes, tu vois, elles sachent tout bien faire. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de temps en temps, je me remets en mode employé. Et ben, je vais checker quelques emails. Là, je le fais de moins en moins, c'est pas bien, tu vois, mais je vais regarder quelques emails, quelques réponses clients. Je vais regarder les vidéos, je vais faire un montage moi-même, etc. Oui, la surveillance, ouais. Tu vois, c'est super important de se mettre à l'échelle du petit employé de temps en temps. Ça, je suis en train de le faire et ça me fait péter des plombs. C'est relou, hein, c'est relou. Parce de que fou. tu vois qu'en fait, ça a totalement dévié des process, qui suivent même plus les process et ça m'en fout. Moi, Ouais, ça c'est m'en. relou. J'ai toujours de Mais la peine tu fais avec ça. cette surveillance tous les combien de temps à peu près Ben là, je devrais le fixer à le faire en process, mais ça prend du temps. Parce qu'après, ben là, je suis sous l'eau parce qu'en fait, j'ai revu un peu tous les secteurs et il n'y a rien qui va. Donc là, je suis dans une phase de reconstruction, de fire. Que je sais que Pour les Gabriel, là, il avait une personne par pôle ça faisait la police. Il Ouais. mettait sur le groupe Skype là et il disait pas que c'était là pour contrôler et contrôler tout. Ouais. Donc avoir quelqu'un sur les Slack qui contrôle tout. Ben moi, le problème, c'est que j'ai quelqu'un qui était censé contrôler. Et là, le truc, je lui dis, je vais quand même aller voir à la source. Et en fait, la personne contrôlait mal. Donc au final, c'était la faute de l'employé et la faute du manager. En fait, moi, je pense c'est que. D'ailleurs, je voudrais vous poser une question sur les profils les plus importants selon vous, pour les gens qui sont comme nous dans l'e-com. Voilà, les profils les plus importants à avoir dans l'équipe. Moi, là, je vais de plus en plus vers la conclusion que c'est super important d'avoir un head of strategy. Donc, le head of strategy, c'est ce qu'on fait nous, là, mais il va le faire lui, en fait. Ça veut dire que nous, on va vraiment focus maintenant notre pouvoir, notre temps sur les trucs vraiment les plus importants. Parce que souvent, moi, en tout cas, je le vois là, je suis encore dans l'opérationnel des fois, et c'est relou. Comme là, ce qu'on vient de dire, aller checker un peu les process, les emails et tout ça, aller checker si tout le monde suit bien, c'est pas à nous de le faire finalement. Je trouve qu'il faudrait un head of strategy. C'est pas pour rien que les plus grosses entreprises au monde, elles ont toujours un CEO, un head of strategy. Tu vois ce que je veux dire C'est que je pense que c'est super important, mais c'est un profil qui est très très dur à avoir. Pourquoi Parce que à la fois, en fait, il peut être coûteux, à la fois, il peut te baiser à tout moment, tu vois. C'est-à-dire, le mec, tu peux le recruter, tu peux lui apprendre tous les process. Ça y est, maintenant, il se dit, bah vas-y, je vais ouvrir ma site, je vais faire, je connais tout. Donc, c'est un profil qui est sensible à trouver. Inch'Allah, j'espère que je vais le trouver un jour. Mais quand tu le trouves, je pense que ça peut être un game changer. Parce qu'après, toi, moi, ce que je fais là, tout simplement, c'est j'ai des idées et je les mets en action. Je concrétise l'idée en action, donc en résultat, Inch'Allah. Et l'idée, c'est de dire maintenant d'avoir d'avoir un head of strategy et dire j'ai mon idée, voici l'idée, voici le produit, voici le concept, tel marché. Occupe-toi avec ça, avec l'équipe, avec le gars qui fait les sites, les créateurs vidéo, essaye. Le head of strategy va te dire ok les gars, on va faire ça, 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 ça. Toi, tu vas faire ça, 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 ça. Tu vois, au lieu que nous on le fasse. Tu vois, donc Ça, c'est next level, ouais. je pense que c'est vraiment trop trop important d'avoir c'est game ce changer. gars, tu vois. Moi, je pense que je vais essayer de choper un gars que je vais former, mais c'est relou, ça prend du temps, etc. Mais Inch'Allah, on verra bien. Ouais. C'est le but aussi de la personne qui fait l'opérationnel. Ton associé, tu peux avoir un associé qui s'occupe de l'opérationnel. Ouais. Et après, en plus, tu prends par exemple du consulting en head of growth qui vient t'aider à Ouais. pallier les. Consulting, c'est pas mal ouais, aussi. Tu peux le faire si au début tu trouves pas le bon profil, mais moi je préfère avoir quelqu'un à plein temps, tu vois. Non, qui est head. t'as quelqu'un à plein temps en mode la personne qui s'occupe de l'opérationnel, qui t'aide. Et ensuite, tu prends un consulting dans des agences qui aident les marques qui scale Ouais. 50M l'année et ils t'aident après à mieux surveiller. C'est ce que, du coup, je vais faire. Ok.
Nous, ce que je peux donner comme insight à l'interne, surtout des erreurs qu'on a fait, en fait, moi j'étais quelqu'un de trop laxiste, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez de contrôle. Et je me suis dit, ok, à Dubaï ça marche bien parce que c'est ultra contrôlé. En même temps, les gens sont libres, mais c'est ultra contrôlé, tu vois. Tu sais que si tu fais une erreur, tu Ouais. voles, Ouais. on te coupe la main. Enfin, techniquement, Mais c'est d'ailleurs, ça. mais tout fonctionne bien parce qu'ils savent qu'ils sont contrôlés et Exactement, ils savent qu'ils sont contrôlés, ils savent que c'est strict. Je me suis dit, ok, bah, il faut que ça soit pareil dans mon entreprise. J'arrête d'être gentil, tout le monde est contrôlé, Ouais. on contrôle les heures, on contrôle tout, on leur dit, t'as le droit à une dernière chance, on va dire. C'est-à-dire, tu fais une erreur, on donne un avertissement, après c'est loin. Ouais, c'est super important. Et ouais. en fait, c'est ça que j'ai mis en place depuis peu. Parce qu'en fait, les gens, sinon, ils se laissent aller et Ouais. ils sont trop gentils. Et en fait, j'ai vu rien qu'en disant ça, que c'est chose que j'avais pas fait avant. Par exemple, à ma creative, creative media buying assistante, elle était toujours en retard. Et là, à chaque fois, je dis, t'es en retard, s'il te plaît, j'utilise la psychologie. Là, je lui ai juste dit, si t'es en retard cette semaine, penalty sur ton salaire. Elle a tout fait. Mais tu vois, moi, je lui dis, Ouais. j'ai l'air d'être un bâtard, bon, je Ouais. le fais. Non, et elle a mais tout fait. ouais, c'est pas Et un- maintenant, ouais. tout va fonctionner comme ça. C'est super intéressant ce que tu dis parce que, en fait, tu parles de contrôle, moi je dirais plus d'autorité. Mais attention, c'est pas agressivité. Autorité ne veut pas dire être agressif. Tu peux être un mec ultra autoritaire, mais droit, juste, pas agressif, tu Mhm. vois. Et l'autorité, elle est super importante, même au sein d'une famille. S'il n'y a pas de chef de famille, s'il n'y a pas de père de famille, ça va partir en vrille, tu vois. Mhm. Et c'est pour ça que dans une famille, les enfants et tout, ils doivent savoir qu'il y a une grosse autorité. Il y a la maman, elle fait les petits trucs par exemple, mais toi en tant que daron, t'es là, tu vois, t'es l'autorité. Et ça, si on grossit le truc à l'échelle d'un pays, c'est aussi super important. Parce que le pays qui a de l'autorité, comme Dubaï, il y a de l'autorité. Tu fais un truc, une dinguerie, t'es puni. Tu vois. Il y a de l'ordre de l'autorité. En France, il n'y a pas d'autorité. Regardez ce que c'est la France. Paris, là et tout, tu vois, c'est parce qu'il n'y a pas d'autorité. Les mecs, ils agissent comme des animaux, là, dehors, à tout casser et tout. L'autorité, c'est quelque chose d'ultra important, que ce soit au sein d'une famille, d'une structure, d'une entreprise ou d'un État, tu vois. Donc, ouais. Ouais, 100%. 100%, ouais. 1000%. même. Ouais. On arrive à la fin de ce podcast, ça c'est le moment de balancer la value, une insight que vous avez appris dernièrement, un truc valuable que vous avez envie de repartager pour nos téléspectateurs. Je pense qu'on a déjà pas mal Ouais, partagé ouais, là. c'est ça, C'est un podcast de c'est- fou. En vrai, les mecs ils se rendent pas compte. Les gars ils payent des formations, 1000 euros, je sais pas quoi. Arrêtez d'acheter des formations, les gars. Vraiment, je le dis, je tacle personne. Mais arrêtez d'acheter des formations. Vous avez tout le contenu sur YouTube. Soyez débrouillards. Voilà, les 5% des gens qui réussissent en e-com, ils vont réussir parce qu'ils sont des débrouillards, parce qu'ils lâchent pas. Parce que voilà, c'est ça les vrais skills à avoir. C'est pas d'acheter une formation miracle ou le V2, comme dit certains, ou la nouvelle formule secrète là, pour jouer sur le Shining Object, là, le syndrome de l'objet brillant. Tu vois, il y a un nouveau truc. Non, en fait, faut vraiment juste. Là, ce podcast, les gars, il est phénoménal. Je parle pas de nous, on va pas se jeter des fleurs, mais votre podcast master, il est incroyable. Il y a trop de value. Mais les gens, ils se rendent pas compte. Mais il y a de plus en plus de trends, il y a des personnes qui mettent les gars, j'ai arrêté toutes les formations, j'ai juste regardé tous les podcasts, j'ai mis dans un chat GBT et c'est bon. Mais oui, la value que vous balancez dans ce podcast, elle y est pas dans des pseudo-formations de je sais pas qui, là, tu vois. Donc vraiment, les mecs, le meilleur conseil que je puisse vous donner, arrêtez d'acheter des formations, ça sert absolument à rien. Gardez votre argent, suivez les vidéos sur YouTube, lancez-vous, testez, apprenez. Et dès que vous avez besoin de quelque chose, tu lances un site, ça convertit mal et tout, tu vas sur YouTube, tu mets taux de conversion au site, comment optimiser son site et tout. Tombez pas sur des charlatans qui racontent n'importe quoi, suivez les bonnes personnes, suivez les bonnes chaînes. Moi, je recommande votre chaîne parce que je vous connais et il y a de la value et c'est pour ça que je viens aussi ici. Mais voilà, ça c'est vraiment le meilleur conseil. Je Donc pense tu que- recommanderais pas, si tu tombes sur une vidéo YouTube, c'est que le gars, il fait de la boxe, c'est que le gars, il se montre dans des voitures, d'acheter sa formation. Non, si le mec qui délivre, non, si le mec qui délivre de la value, pourquoi pas, tu vois, c'est pas une question de son lifestyle, on s'en fout, tu vois. Si tu clashes quelqu'un là, Non, souvent c'est ironique parce que souvent les gens, en fait, pourquoi les formations ça marche si bien? Parce que les gens vendent le lifestyle. Mais Le oui. lifestyle, c'est l'angle émotionnel. ouais. C'est-à-dire que les gens, ils veulent le même lifestyle. C'est-à-dire qu'ils vont pas leur faire confiance pour leur aspect Ouais. technique, mais Ouais. parce qu'en fait, c'est l'émotionnel. Donc en fait, on les excuse. Parce qu'en fait, c'est Ouais. comment notre cerveau fonctionne. En C'est fait, pour ça que c'est les ça, formations, ouais. ça marche. C'est que tout à l'heure, je parlais de que les gens ils achètent de l'émotion. Et c'est pour ça qu'au début, un mec qui commence l'e-com, s'il vient sur ce podcast-là, c'est du chinois pour lui, clairement, Ah ouais. tu vois, parce il est pas dans le truc, tu vois. Mais par contre, des mecs qui vont lui montrer du lifestyle des voitures, c'est pas du chinois, parce Ouais. qu'il sait ce que c'est avoir une belle Exactement. voiture, il projette, et en fait, il veut acheter, il achète pas la formation, il achète la projection de conduire cette voiture. Et c'est pour ça que les mecs, et le lifestyle, ça marche super bien, tu vois.
Mais les gars, réfléchissez un peu plus. Nous, on est des mecs, contrairement aux meufs, on a plus de raisonnement, je dirais. On va pas rentrer dans des débats longs, tu vois, mais les meufs, elles achètent beaucoup avec l'émotion. C'est Ouais. pour ça que c'est des consommatrices compulsives. Nous, les mecs, on est plus raisonnés. Donc, les gars, réfléchissez avec votre On est cerveau. plus raisonné à part si c'est des meufs qui Ouais. sont les vidéos. Ouais, clairement. Mais voilà, vraiment, c'est le meilleur conseil que je puisse donner. En Ouais. tout cas, c'est arrêter d'acheter des formations. Après un certain niveau, c'est quand même intéressant de se former ou de former tes équipes sur les points où tu veux te former, tu vois. Mais au début, pour commencer Au début, n'achetez Ouais. pas, lancez-vous, formez-vous gratuitement sur YouTube. Moi-même, aujourd'hui, à partir d'un certain niveau, je me forme. C'est super important de se former. Mais suivez les mecs sur YouTube, sur Twitter, sur Reddit aussi, qui est incroyable. Je voulais garder ça pour moi, mais les gars, c'est vraiment full value sur Reddit. Moi, je vais que sur ça maintenant, tu vois, je vais plus sur Twitter, etc. Et en fait, il y a des gens, en fait, ils ont rien à gagner de vous, ils vont pas vous vendre des formations, je sais pas quoi, donc ils délivrent de la value parce qu'ils aiment partager. Et pour eux, la valeur, la value se partage, et la connaissance et l'information se partagent, et c'est comme ça, ils ont ces valeurs-là, ils sont nobles. D'ailleurs, ce qui est bien avec Reddit, c'est que il y a personne qui se montre, tout le monde est anonyme. C'est pas ouais, tac tac, allez acheter mon truc, tu vois. Je suis ici, je suis ça. Non, c'est juste full value, donc ouais, il y a tout sur internet. Arrêtez de payer des formations qui servent à rien. Moi, c'est juste sur la préparation. Là, on est bientôt, enfin, on n'est pas bientôt au Q4, mais dans ma tête, on est quand même bientôt au Q4. On est déjà à la moitié de l'année. Et j'ai certains objectifs pour ce Q4. Et pour atteindre ces objectifs, ben, ça se décortique en fait en qu'est-ce qu'on a besoin dans notre équipe, qu'est-ce qu'on a besoin dans notre setup. Ok, j'ai besoin d'avoir. J'ai un objectif de faire tant de chiffre d'affaires par jour. Qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir pour réussir cet objectif? Donc, quels sont mes process pour avoir les processeurs de paiement qui ne vont pas sauter? Donc, ok, avoir plusieurs setups en plusieurs pays peut-être, et prévoir le growth qui va arriver petit à petit pour ensuite faire ce chiffre-là dans mes équipes qui j'ai besoin d'avoir, et de ne pas faire l'erreur de ok, je veux par exemple atteindre 200 KD, 300 KD le plus rapidement possible, et ensuite tu les fais, et ensuite tu n'as pas tes setups qui tiennent ces 200 KD, 300 KD, et du coup tout se casse. Ton équipe se casse, tes processeurs de paiement se cassent, et plus être dans la préparation, de préparer ce qui te fait permettre tenir 200, 300 KD et ton système qui tient. Genre par exemple les créatives, tu peux faire un sprint et arriver ensuite rapidement à 200 KD, 300 KD, et ensuite tout s'écroule si tu n'as pas décortiqué qu'une personne qui fait ce chiffre d'affaires là, il y a tout ça qui est décortiqué. Et surtout au niveau des processeurs de paiement, quand vous avez des boutiques en dropshipping ou autre, c'est super important, et ça va vous faire tenir tous les Q4 à chaque fois. Process, structuration, c'est ce que je disais tout à l'heure. Structuration, process, équipe, c'est le plus important. Pas growth sans eux. Selon vous, c'est quoi la stratégie qu'il faudrait faire pour aller au plus vite à 300 KD? Process, équipe, growth, simple. T'as des équipes, t'as des gens qui sont placés. C'est ce que je dis par exemple tout à l'heure sur le head of strategy. Moi, si j'ai un head là, ça va monter, tu vois. Encore plus, alhamdoulilah, Inch'Allah. Mais ouais, c'est ça en fait. Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Être sûr que tu es le bon TAM, c'est le plus important. Et dans C'est le quoi TAM déjà? le total addressable market, genre en mode t'as un produit que tout le monde peut acheter. Ça, c'est les bases de tous nos derniers podcasts, tout suivre. Et si tu veux vraiment atteindre 300 KD, mais stable ou juste Stable, bien sûr. stable. Voilà, sinon, déjà, faire une journée à 300 KD, Ouais. ça peut se faire. là, déjà, faut, je pense, avoir vraiment une vision de marque. Pour moi, faut que ça soit une marque. Et 360, pas que méta. J'ai écouté justement le founder de Comfort, les pulls ultra confortables. 500 millions l'année. Ah ouais, 500 millions l'année, Comfort? L'année? Ouais, après les fashion SAP, c'est une folie quoi. Mais justement, ils disent qu'ils ont fait plus de 500 millions l'année à Comfort. C'est une marque de hoodie, etc. aux US. Ils sont dans le top 3 worldwide de advertisers sur Snap, chose qui est un peu pas habituelle. Beaucoup de personnes
spend sur les autres canaux, mais eux ont vraiment glitché le Snapchat Ads et ça leur a permis que tout sur leurs autres réseaux, sur les autres canaux d'acquisition, tout est encore plus smooth. C'est un peu le même effet que à Applovin. Le mois passé, on a eu pas mal de spend sur Applovin et ça faisait que les stats méta étaient beaucoup mieux. Donc voilà, et beaucoup de TikTok Shop. Donc c'est énormément de créateurs, Ouais. énormément de micro-influenceurs. Et pour eux, c'est comme ça qu'ils arrivent à scaler. Et je pense que c'est vraiment, dans les prochains temps, c'est vraiment ça, un TikTok Shop, C'est incroyable, TikTok Shop. Snapchat, si on fait worldwide, et que le produit s'y apprête, qui est assez visuel, etc. Mhm. Mais voilà, influx, comme disait Ellie dans le dernier podcast, full gifting. Quand tu as un produit, encore une fois, où tu peux faire ça, ça c'est pour aller taper du haut. Pour moi, c'est une. Je pense vraiment que TikTok Shop, c'est un truc de fou parce que, en fait, TikTok Shop, je crois, ils ont fait leur premier milliard sous 1 an. Amazon, pour faire son premier milliard, ils ont mis 5 ans, je crois, pour faire leur premier milliard. Maintenant, bon, Amazon, ils sont beaucoup trop loin pour TikTok Shop, mais je pense que d'ici quelques années, ils pourraient les rattraper. Bon, ils sont très très loin quand même, Mhm. Amazon, hein, mais ils pourraient les rattraper parce que quand même, regarde, 1 milliard en 1 an, 1 milliard en 5 ans. Et ce qui est vraiment fou, c'est que avec le rise des CPM, l'augmentation des CPM et l'augmentation des coûts publicitaires, je pense que ce business model de avoir du trafic sans payer le trafic, ne payer que au mérite, ne payer qu'à la vente, il est incroyable. Il est Mhm. incroyable. Et en France, moi j'ai contacté des créateurs de contenu euh, à l'époque et tout pour faire de l'affiliation. Ils veulent pas. Parce qu'ils se disent, le mec, si je fais un truc qui flop, je serai pas payé. Ils pensent pas, ils se disent, ok, vas-y, affiliation, allez, je vais faire des vidéos de fou. Tac, et ça va pas flop, et je vais faire gagner de l'argent à la marque, et moi je vais gagner de l'argent. Non, ils ont une mentalité de tu me payes, je fais pas, tu vois. Et donc je pense que TikTok Shop, c'est vraiment incroyable parce que tu payes pas le trafic et tu payes au mérite. En fait, t'as rien à perdre. Tu peux envoyer plein de testing comme ça, en fait, tu vois. Mais il faut quand même se professionnaliser, faire les choses bien, parce que pour séduire ces gens qui vont créer du contenu pour toi, va falloir avoir une belle image de marque quand même, tu vois. Parce qu'un gars qui va faire de la promotion pour, je sais pas quoi, un truc miracle, comme on voit, qui te fait perdre 15 kilos en un jour, je sais pas quoi, tu vois, du bullshit, ben il va perdre en crédibilité demain, tu vois. Donc Mhm. je pense que c'est important, TikTok Shop et des bons produits. J'aimerais juste finir un truc Vas-y. après je vous laisse finir, mais c'est un truc super important, c'est que je vois souvent dans vos podcasts, Nico, il parle de 300 day, de 10 day, de 30 day. C'est bien, c'est cool parce que ça brise aussi les croyances limitantes chez les gens. On peut faire des sommes de fous avec l'e-commerce, mais ça peut créer de la frustration aussi. Le mec, tu dis 300 day, lui, en fait, par exemple, un débutant qui a monté 200-300 euros par jour, ou un débutant qui va se lancer, qui regarde ta chaîne et tout, ça peut créer de la frustration. Il se dit, putain, mais en fait, ils me parlent chinois, ils sont trop loin pour moi. En fait, les gars, il y a un truc qui est important, c'est il faut pas regarder, faut pas comparer votre point A au point Z d'une autre personne. Ok, ça se trouve au point A avec cette autre personne qui aujourd'hui fait du 300 day, en fait vous êtes meilleur que lui. Donc peut-être que quand vous serez au point Z, tu seras plus loin que lui. Donc ne vous comparez pas. Faites les choses simplement. Visez 100 euros par jour. Visez 1000 euros par jour. Moi, ça a toujours été ma mentalité. Ma mentalité, c'était quand je me suis lancé dans l'e-com, c'est j'ai fait une vente. Je me dis, Alhamdoulilah, je, je pense que je peux faire 10 ventes. J'ai fait 10 ventes, je me dis, je pense que je peux faire 100 ventes. J'ai 100 ventes, je me dis, je pense que je peux faire 1000 ventes. Et aujourd'hui, c'est pas je pense, c'est je peux faire 100 ventes. Et aujourd'hui, c'est avec cette mentalité que je continue d'avancer. J'ai fait, ok, je peux faire plus. C'est très très important ce que tu dis, même ultra important. Euh, si je résume, oui, ce que je conseille et l'erreur que je faisais, donc je vais repartir dans l'ordre. Nous, on parle de gros chiffres, et eux, s'ils veulent se projeter à faire des gros chiffres, en fait, ils vont avoir cet objectif-là, et ils vont pas être bien, parce que quand ils vont penser, ils vont se dire, je vais jamais le faire. Et quand tu y crois pas, tu peux pas atteindre l'objectif. C'est une des règles numéro 1 en loi de l'attraction. Tu dois croire en ton objectif. Donc, ce que tu fais de viser juste l'étape à peine au-dessus, ok, de faire déjà 500 dollars day, 1 KD. Si toi, tu crois que c'est faisable, ok, tu dis peut-être ça c'est faisable, bah déjà, tu crois, tu peux y arriver. Mais si tu vises 10K parce que tu veux dire je suis un boss, je fais 10K et tu y crois pas, c'est très difficile de l'obtenir. Donc mieux vaut fixer des petits steps, et puis à chaque fois que tu brises tes plafonds, bah tu revises un autre plafond, mais viser un plafond qui est au-dessus de ce que tu crois,
eh ben, t'arriveras pas parce que tu crois pas. Donc, c'est une règle très très importante en loi d'attraction. Il faut fixer un objectif que tu crois que tu peux obtenir. Et la règle numéro 1, c'est déjà d'enlever tes croyances, de savoir que tu peux obtenir des trucs que même que tu crois pas, qui est en dehors de tes écrans radars. Ça, Je pense que c'est super important de Ouais. faire les choses step by step. Tu Ouais. vois, faut pas regarder le haut de la tour, faut regarder la première marche de l'escalier. Tu vois, pour moi, c'est simple. Et je vois en fait beaucoup de mecs qui mettent des gros chiffres là sur Twitter et tout, nanani, et ça parle de très gros chiffres. Attention, je critique pas, comme je dis, c'est bien parce que ça brise les barrières limitantes, mais ça peut créer de la frustration aussi. Et il faut vraiment, voilà, tranquille, doucement, fais ta première vente. Tu vois. Et je pense que le plus important au-delà de tout ça, c'est vraiment l'état d'esprit, tu vois. Moi, je suis La mentalité. pas à 100% d'accord, mais je peux comprendre qu'il y a des personnes qui peuvent Sur quoi t'es pas d'accord? de pas viser le haut de la tour dès le. Enfin, Mais le problème, c'est que pour beaucoup de personnes, viser le haut de la tour, et moi c'était mon problème, je disais ouais, moi je suis un boss, moi je peux faire, je vise, je sais plus, 30K des directs. Et en fait, dans ma tête, je me dis mais t'arriveras pas à les faire. ok, Et en fait, je visais 30K des, et je me dis au pire des cas, j'atteins 10, donc oui, c'est mieux de viser plus, mais j'étais toujours frustré, ce qui fait que Ouais. quand t'es frustré, t'obtiens pas. Et en fait, quand tu vises un truc plus smart, tu dis ça, par contre, je peux le faire, bah en fait, tu l'atteins très vite, ça te motive, et après, tu vas de step en step. En fait, moi, je comprends ta vision, Nico. C'est que tu veux vraiment. Genre, tu penses. Visualisation. Dis, si je vise 1 milliard, je vais faire 1 milliard, par exemple, tu vois. Mais moi, ma vision, c'est. Il faut être réaliste. C'est bien de viser 1 milliard, c'est très bien. Mais il faut être réaliste. Il faut pas creuser un fossé énorme entre ton objectif et le point où tu es aujourd'hui, tu vois. Parce que sinon, il est trop loin, l'objectif. C'est comme un mec, là, il commence la natation, il veut se dire, vas-y, moi, je vais faire le 100 mètres en X secondes, tu vois. Tu pourras pas le faire. Il va falloir des années d'entraînement. ouais, bien sûr, bien Vise sûr. d'abord Non, de gagner ouais, 1 ou 2 secondes, tu vois. bien sûr. Après, moi, En gros, c'est ça. c'est daté avec des dates réalistes. Donc, en soi, oui. Pour moi c'est Ouais. ce que je faisais. Ça, c'est l'erreur que j'ai fait de ma vie. C'est je fixais des objectifs bien précis, avec des dates bien précises, et j'étais tout le temps frustré. Non, mais pas des dates précises, mais genre dans cette période-là de ma vie, je sais que. Idéalement, moi, dès que j'ai enlevé ça, les choses ont commencé à venir. Dès que je me suis dit, en fait, ça vient quand ça vient, ça peut être à 40 ans, mais après, je ne suis pas visualisé à 40 ans quand même, mais les choses, elles viennent quand elles viennent, et ça vient beaucoup plus facilement. En fait, sinon, j'étais constamment frustré. Parce que je me fixais des trucs, ça arrivait pas, et je dis ça arrive pas, et en fait, tu dois vibrer maintenant, exactement maintenant, sur la fréquence que Ouais, tu veux bien sûr. obtenir. Donc, si Mais maintenant, moi, t'es frustré, Ouais. tu Après, je suis vibres pas au manque. frustré, mais moi, je sais que je vais avoir. Là, je vais faire une de vente de marque e-com et ensuite, j'aurai un projet IA, SaaS, parce que c'est ça qui va vraiment m'avoir une valo à 1 milliard, tu vois. Mhm. Mais, Ouais, t'as c'est quand même bien, un c'est plan, bien. oui, mais c'est bien c'est d'avoir pas un en plan, mode bien sûr. daté, tu vois. Ouais, bien sûr, c'est différent alors. C'est bien après d'avoir un objectif long terme. En fait, il faut avoir des objectifs à différentes temporalités. Je sais pas si je peux dire ça, mais viser long terme, moyen terme, court terme. Mhm. Tu vois. Aujourd'hui, demain, qu'est-ce que je vais faire? À la fin de cette semaine, qu'est-ce que j'aimerais accomplir? À la fin de ce mois, qu'est-ce que j'aimerais faire? Est-ce que j'aimerais peut-être développer plus mes séquences email, mes SMS, mes trucs, si, ça, tu vois? Est-ce que j'aimerais lancer plus de nouveaux sites pour tester des trucs, tu vois? Ou dans un an, qu'est-ce que j'aimerais avoir? Est-ce que j'aimerais avoir 5 marques qui tournent? Est-ce que, tu vois, et dans un long moment, où est-ce que je me vois? Qu'est-ce que je vais faire? C'est important, je pense, mais ouais, rester réaliste. Bon, pour la première fois des podcasts, exceptionnellement, je vais pas délivrer de value aujourd'hui. Non, je rigole. On peut rebondir sur créatif stratégiste et en même temps créative. Il y a 3 questions que je pose clés. Je pense, enfin, j'en pose pas mal, mais les plus importantes pour trouver un bon créatif stratégiste et pour avoir un bon process de créative. C'est pour réussir dans les créatives, il faut avoir du volume, il faut avoir de la diversité et il faut avoir de la qualité. Enfin, volume, qualité et diversité. Donc en gros, moi, les 3 questions que je pose à mon créatif stratégiste, c'est en gros, comment tu fais pour avoir de la qualité, comment tu fais pour avoir de la quantité et qu'est-ce que tu fais pour avoir de la diversité. Et comme ça, je vois si déjà il pourra mettre en place un process solide. Et là, s'il foire sur une des 2 questions, bah, il peut être très bon à faire la bonne qualité. Il me dit, ouais, bah, je balance 3 concepts par semaine. 25 ads par semaine, c'est le max que je peux faire. C'est loin. Et pareil, si au niveau de la qualité, il bégaye ou il sait pas vraiment ce que c'est de mettre en place un process pour délivrer des ads de qualité qui résonnent, c'est mort. Et pareil pour la diversité. Et pour n'importe quel process de créative, il faut raisonner sur cette équation-là. Comment vous pouvez pousser plus de qualité, comment vous pouvez pousser plus de quantité et de la diversité. Et vous faites les 3 choses, et ben vous ferez plus d'argent. C'est prouvé avec Meta.
Voilà pour la petite value. Magnifique. Pour revenir sur le gars de confort, sur Snapchat Ads, ils spend 150 000 par jour. 150 000 par jour. Ouais, par jour, en ad spend. Oh. On a souvent parlé dans nos podcasts que Snapchat, c'est une petite, très petite partie, mais ça m'a vraiment débloqué quelque chose. Enfin, que. Voilà, c'est. Énorme. Ouais. C'est Top. Bah, merci les gars. Avec plaisir, merci à vous les gars pour l'invitation. C'était cool. Et peut-être une prochaine. Hein Ouais. Inch'Allah. Inch'Allah. À bientôt. Salut.